Alors bienvenue à toi dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. J'espère que tu vas bien. Installe-toi bien parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet très polémique. En plus d'être une vaste blague, tu vas le voir, aujourd'hui ça va être assez marrant. On va parler de l'éducation nationale et on va faire un bilan là-dessus sur où est-ce que ça en est en France. Pourquoi aussi je vais te parler de ça, parce que tu pourrais te demander un petit peu le rapport avec la 3D là-dessus, et tu vois qu'il y en a un gros, et puis finalement on va tirer des conclusions sur ce qui est possible de faire, nous à notre échelle, pour contrer, on va le voir, ce problème assez démentiel. Installe-toi bien, mets ta ceinture, jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, déjà, pourquoi je veux parler d'éducation nationale aujourd'hui ? Eh bien, simplement parce que, en fait, Motion Life Teach, c'est un centre de formation, donc on forme les gens, d'accord ? Donc on éduque les gens à la 3D. Donc c'est important de comprendre finalement la meilleure, ou d'essayer de trouver en tout cas, et c'est ce que j'essaye de faire depuis maintenant 3 ans, depuis que ce centre de formation, enfin depuis que finalement la formation H3D est ouverte, c'est vraiment là que je me suis concentré sur le meilleur moyen de former les gens et les élèves. Au fur et à mesure, j'essaie de changer les processus constamment. Encore là, en ce début 2022, toute la plateforme va changer et beaucoup de règles pédagogiques que j'ai mis en place vont évoluer pour, encore une fois, mieux rendre service à l'élève et faciliter la compréhension et l'acquisition d'informations et de compétences en 3D. Mais du coup, c'est important de comprendre, déjà de savoir un petit peu les élèves, quel background ils ont, et du coup de comprendre par quel système d'éducation ils sont passés, mais aussi en fait de faire un point sur où est-ce qu'on a l'éducation nationale par rapport à ce qu'elle peut nous apporter, est-ce qu'elle fait bien son travail, etc. Est-ce que finalement le processus scolaire classique suffit aujourd'hui à pouvoir trouver un métier, notamment, évidemment, on va parler de métiers, nous, dans l'infographie 3D, l'animation, etc. Mais en fait, même on va pouvoir être un peu plus général, tu vas le voir, parce qu'on va bien rigoler. Alors j'ai fait quelques recherches pour ce podcast, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais vraiment là donner des ressources qui sont factuelles, d'accord ? Il n'y aura pas d'opinion dans ce que je vais faire, pour vraiment que tu puisses te faire ta propre opinion, et à chaque fois que du coup que je donnerai une info, je dirai évidemment sur quel site je l'ai trouvé et où est-ce que tu peux la trouver toi aussi. Ça va vraiment être hyper intéressant, donc on y va. Alors, on est parti sur l'éducation nationale. Alors, le premier truc, déjà, moi, je voulais faire un point sur où est-ce qu'on en était aujourd'hui sur l'éducation nationale, tu vois, histoire de voir un petit peu le décalage qu'il y aurait, ou qu'il y aurait peut-être pas, entre ce qu'on nous apprend quand on est à l'école, d'accord, et finalement, ce qui se passe à côté dans le monde professionnel. Est-ce qu'il y a un gros décalage, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on est en pile dedans, ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque ? Et du coup, pour ça, le premier truc que j'ai voulu faire, c'est regarder, en fait, finalement, avant de regarder les programmes, etc., on va en reparler, j'ai d'abord regardé comment devenir professeur, tout simplement. Puisque c'est eux qui sont directement avec les élèves, et du coup, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que c'est un concours pour devenir professeur. Et là, un truc déjà super intéressant, je me rends compte en fait que tu n'es pas forcément obligé d'avoir un concours pour être professeur, hein. Donc les trucs de base, c'est le CAPES et tout, il y en a plusieurs. En fonction de où est-ce que tu veux aller, dans quel cycle, donc primaire, secondaire, etc. Donc primaire, c'est primaire, quoi. En gros, jusqu'au 6e, je crois, puis secondaire, c'est 5e jusqu'au terminale, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, tu pourras vérifier ces informations sur devenirenseignant.gouv.fr, hein. Tout ce que je vais te dire sort de cette info. Je le lis, devant, je suis sur mon ordi, là, donc je peux regarder en même temps. Et donc, je me rends compte déjà que c'est possible de être prof sans être titularisé, donc c'est-à-dire sans avoir de diplôme en fait, et tu peux en fait simplement, alors tu peux avoir un autre diplôme, un bac plus 2, bac plus 3, ça c'est assez cool quand même, ce qui est assez marrant, ce que j'apprécie particulièrement, par exemple, tu peux devenir prof, donc tu es un suppléant, donc en gros c'est un remplaçant, ou alors quelqu'un qui est pas forcément là tout le temps, si j'ai bien compris, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait tu peux être prof dans n'importe quelle discipline, à partir du moment où tu as un un diplôme niveau bac plus 2 ou bac plus 3. En cas de difficulté de recrutement, ils disent bac plus 2. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a aucun, j'espère que c'est pas comme ça en pratique, mais ce qui est écrit en tout cas là, et là ça s'appelle vocationservicepublic.fr, si tu veux vérifier cette information-là. En fait, tu peux avoir un diplôme, si je comprends bien, un bac plus 3 en économie, et puis enseigner finalement des maths ou de la physique, tu vois. Why not? J'espère que je me trompe, j'espère que quand les gens ils passent l'entretien, il y a vraiment une cohérence là-dessus, mais en tout cas, ça a pas l'air d'être
expliquer, d'accord? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, tu peux ou avoir un niveau Bac+2, mais tu peux aussi, en fait, si tu veux, avoir un diplôme technique comme CAP, BEP, etc. Pourquoi pas? Bac Pro, BTS. Mais tu peux même aussi, en fait, finalement, ne enseigner sans diplôme si tu attestes d'une expérience. En fait, bref, n'importe qui peut être engagé en tant que prof suppléant. Il n'y a pas vraiment de de règles là-dessus. J'ai envie de dire tant mieux, au moins il y a une chance pour tout le monde. Je suis plutôt pour ce genre de truc, moi, personnellement. Why not, finalement? Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je vais te dire derrière n'est pas forcément obligatoire si tu es prof suppléant, d'accord? Parce qu'après, tu vas voir, il y a les profs titularisés qui ont un concours, le CAPES et tout, bien cadré, si je puis dire, et on va en parler juste derrière. Donc voilà, globalement, après, ils expliquent, c'est intéressant, sur comment postuler pour devenir prof, donc t'as un petit peu toutes les règles, donc tu peux regarder, machin, tu dois envoyer une lettre de motivation sur V, bref, le truc classique, quoi. Why not? Ok? Bon, pourquoi pas? Donc on vient nous dire qu'il y avait un CAPES, il y en a pas qu'un, il n'y a pas que le CAPES, il y a d'autres concours en fonction de où est-ce que tu veux faire, mais on va pas rentrer dans le détail, je t'inviterai à aller revoir sur, je te redonne le site, devenirenseignant.gouv.fr, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça n'a rien obligatoire, tu peux devenir prof suppléant, et même au bout de quelques années devenir un CDI, du coup un prof normal, dans un lycée, tu seras juste moins payé si tu as moins le CAPES, mais par contre, tu auras exactement le même pouvoir et le même impact sur les élèves, ce qui est finalement le truc le plus important. Donc, on a quelque chose de très segmenté pour avoir logiquement des profs de bon niveau, mais qui en fait finalement n'est pas obligatoire. Bon, finalement, pourquoi pas? Alors, on va le voir justement, est-ce que vraiment le CAPES forme des profs de bon niveau? Eh bah, c'est ce qu'on va faire. Alors, ce qui est cool, c'est que sur devenirenseignant.gouv.fr, il y a vraiment plein de trucs. T'as toutes les explications des différentes épreuves par rapport aux profs que tu veux faire. Donc ça, c'est assez bien, je trouve. Donc moi, j'en ai trouvé plein. On va les lire ensemble, tu vas voir, c'est assez marrant. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que t'as les compositions du jury, des gens qui jugent, en fait, du coup, de ces gens qui passent le CAPES ou les autres concours pour devenir prof. D'accord? Donc c'est assez marrant, tu vas voir, parce qu'il y a beaucoup, parce que j'ai déjà lu les infos que je te dis là. J'ai déjà pris un petit peu le temps de regarder. Et tu vas voir, les incohérences sont de mise. Alors, on va commencer par, du coup, ici, les épreuves de l'agrégation externe, section art plastique. Why not? Pourquoi j'ai choisi art plastique? J'en ai pris d'autres, je te rassure. Simplement parce que l'art plastique va être un truc qui va être assez proche, en tout cas, de l'extérieur de la 3D, alors qu'en fait ça n'a quasiment rien à voir, mais du coup on pourrait penser que l'art, voilà, machin. Donc je me suis dit, bon, ça va être marrant. Alors, finalement, quand on regarde les épreuves en tant que telles, elles sont pas si... c'est assez cohérent, finalement, t'as une épreuve, donc ça se fait en deux parties, tu dois d'abord être admis à l'épreuve, donc en gros t'as une première épreuve, et puis si t'es admis, t'as une autre épreuve qui s'appelle d'admission, l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission, qui chacun se sépare en plusieurs parties d'épreuves en fait. Donc je vais te montrer un petit peu ce que c'est. Donc l'épreuve d'admissibilité, pour être du coup professeur d'art plastique, titularisé. Donc ça se divise en trois parties. Donc tu as d'abord une épreuve d'esthétique et de sciences de l'art. Donc en gros c'est un commentaire de texte si j'ai bien compris. 6 heures, voilà. Tu as une épreuve écrite d'histoire de l'art. Donc là, j'imagine que c'est des questions sur, ça a l'air d'être ça, sur des périodes de l'histoire de l'art. Tu vas dire, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que je connais mon histoire de l'art? Why not? Ça paraît assez cohérent aussi, finalement, par rapport à ton futur métier. C'est quand même intéressant que tu comprennes et que tu connaisses l'histoire de l'art, que tu veux enseigner, même si, bon, ça me paraît pas être le plus important en tant que prof de savoir l'histoire de l'art, parce que l'histoire de l'art, elle est sur internet, donc il suffit d'aller la chercher, mais bon, bref, why not. Et tu as l'épreuve, et là c'est ça le plus marrant déjà je trouve, l'épreuve de pratique plastique accompagnée d'une note d'intention. Alors là on commence vraiment à rentrer déjà dans le dur. Alors je te dis ça, c'est quand même assez marrant. Durée 8 heures, coefficient 3, il faut savoir que les deux épreuves d'avant, qui étaient basées sur les connaissances, c'était de coefficient 1,5. Donc cette épreuve de, en gros, plastique accompagnée, donc en gros c'est faire un bout de carton, qui dure 8 heures, a le même coefficient que la somme des deux autres épreuves juste avant. Why not? Cette épreuve a pour but de tester l'engagement artistique du candidat, son aptitude à fournir une réponse pertinente et personnelle à une question posée, à faire la démonstration de ses capacités d'invention et de création, à témoigner de son savoir-faire en matière d'expression avec des moyens plastiques bidimensionnels. Je n'invente rien, c'est ce qui est écrit mot pour mot sur le site du gouvernement. L'épreuve prend appui sur un sujet à consigne précise et un dossier documentaire comprenant une sélection de documents iconiques et ou textuels. Le candidat répond aux consignes du sujet et réalise une production plastique bidimensionnelle, picturale, graphique, pouvant inclure un collage, blablabla, impérativement de format grand aigle. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, format grand aigle, mais bon, bref. J'imagine que c'est un format d'image ou une taille, quoi.
La production est accompagnée d'une note d'intention soumise à notation de 20 à 30 lignes, écrite au verso. La note d'intention a pour objet de faire justifier au candidat les choix et modalités de sa pratique plastique en réponse au sujet. 15 points sont attribués à la production plastique et 5 points à la note d'intention. Ok, why not? Alors, ce qui est intéressant avec ça, moi je trouve, c'est que du coup ça a la même valeur que les deux autres trucs d'avant qui étaient quand même la connaissance de ton métier. Là c'est qu'en fait finalement tu peux pas faire plus subjectif que ça. Le mec, il doit faire quoi? Du collage carton, pictural, graphique, pour inclure du collage, associer diverses techniques, bref, de la peinture, que sais-je. Why not? Très bien, c'est cool que tu saches faire de l'art si t'es prof d'art plastique. Ok, même si pour moi c'est quand même pas le truc le plus important, tu vois, c'est quand même plus important que tu comprennes comment fonctionne l'art et que t'enseignes ça correctement à tes élèves plutôt que tu saches faire du putain de collage, mais why not? Mais ce qui est intéressant, c'est que le truc que tu fais est noté sur 15, et la note d'intention qui explique comment tu l'as fait, pourquoi ta réflexion est seulement notée sur 5, alors que pour moi c'est quand même ça le plus important, d'accord? Parce que aujourd'hui, honnêtement, qui sait noter du putain d'art? Personne, d'accord? Aujourd'hui, il y a un mec qui prend des shots, il les retourne, et il vend ça plusieurs millions. Tiens, on va regarder un petit peu le prix de cet art-là, tu pourras aller voir. Donc ça s'appelle un urinoir retourné. Je me souviens plus comment je vais te dire le nom de l'œuvre, parce que oui, j'invente rien, ça existe vraiment ce truc. Hop, donc... L'urinoir, c'est de l'art, le Parisien, voilà, Fontaine du Champ, Wikipédia, et comment ça... Donc après un urinoir, il a décroché le mur, il l'a retourné, et il a dit voilà, c'est de l'art. Donc tu pourrais te dire, complètement débile, tu vois, je mets ça à 0, mais ce qui est intéressant avec ce truc, c'est que ça a été vendu... Mais on n'a pas la... Oh non, on n'a pas la vente. Bon, déjà tout le monde en parle, c'est déjà intéressant, mais si on avait la vente, ce serait vraiment marrant quand même. Marcel Duchamp à la... Bon bref, je t'inviterai à la voir, c'est pas vraiment le but. C'est vrai que c'est un scandale de l'art, vois-tu. Bref, bon, que ce soit bon ou mauvais, on s'en fout, je sais personnellement pas si faire un urinoir inversé, c'est de l'art. Par contre, ce que je sais, c'est que ça a fait parler de lui, et que ça a fait un carton, et que ça est arrivé en 1917, et qu'on est en 2022, et que je t'en parle encore, donc c'est que ça a marqué les esprits, ça c'est clair. Et pourtant... Si tu fais un urinoir et que tu l'inverses pour du collage, je pense que le jury ou te mettra 20 ou te mettra 0. Mais dans tous les cas, c'est méga subjectif en fait, d'accord? Donc, pour l'instant, l'épreuve principale sur l'épreuve d'admissibilité est 100% subjective. Pourquoi pas? Finalement, on est bien. Ce qui est aussi intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une épreuve pour être prof, et pour l'instant, j'ai pas encore vu une seule putain d'épreuve sur comment enseigner. Pourquoi pas? Continue. Donc, à partir de là, du coup, tu peux ou être admis ou être refusé, d'accord? Et là, après, du coup, tu as les épreuves d'admission qui sont en fait la deuxième partie. Donc, évidemment, imaginons qu'on a été admis, ok, parfait. Donc, c'est super, on est parti. Première épreuve, épreuve de pratique et création plastique, réalisation d'un projet de type artistique. Bon, super, je vais devoir réaliser encore un projet artistique, c'est cool. Donc il y a l'élaboration du projet, mission scellée, why not? Ça dure 6 heures, après t'as la réalisation du projet qui dure 2 journées de 8 heures, donc t'as quand même 16 heures pour réaliser ton truc. Et après, et là ça commence à un minimum à être intéressant, c'est que t'as un exposé de 10 minutes et un entretien avec un jury de 20 minutes. Ah tiens, tu fais un petit peu d'oral quand même. Finalement, ce sera quand même toutes les journées de ton métier. Bon, pourquoi pas. Et du coup, tu as un coefficient de 3 là-dessus. Bon, ils expliquent un petit peu le projet, etc. Bref. Why not? Deuxième chose, tu as une leçon. Et là, je fais, enfin. Donc la leçon, c'est, tu as 4h30 pour te préparer et tu fais finalement 40 minutes d'exposé et 40 minutes d'entretien avec un jury. Bon, c'est quand même assez cool, du coup, puisque finalement, c'est, pour l'instant, la seule épreuve qui ressemble un minimum à ce que tu vas faire dans ton métier, c'est-à-dire enseigner à une classe d'élèves. Donc voilà. Ce qui me sidère un peu quand même, c'est que tu as 4h30 pour préparer un cours de 1h20. Alors ça me dépasse un peu. Heureusement que les vrais profs, c'est pas comme ça, sinon ils passeraient leur vie à travailler. Ce qui est, on va se le dire, pas le cas du tout. Donc, désolé s'il y a des profs qui m'écoutent, mais bon, on va quand même faut quand même être clair et précis. La plupart d'entre vous n'en foutez pas une. Désolé. Je sais qu'en plus il y en a quelques-uns qui se bougent le cul et qui font des trucs de fou. Merci aux 20% qui sont là et qui relèvent la barre. Mais bon, voilà. Mettons les choses au clair aussi. On va pas non plus cracher sur j'ai pas d'expression. Mais bref, en gros, globalement, on est d'accord que la plupart des profs en foutent pas une. Ça, c'est clair. Mais bon, en tout cas, la leçon nous dit que 4h30 de préparation pour 1h20 d'exposé, enfin 40 minutes d'exposé et 40 minutes d'entretien. Pourquoi pas? Donc ça, j'étais assez étonné de voir ça. Je pensais même pas au début qu'on allait trouver une leçon, donc un type de ce qu'ils allaient faire. Mais du coup, c'est quand même un projet qui a un minimum de sens, dans le sens où c'est quand même ce que tu vas faire dans ton putain de métier plus tard. Ok.
Donc voilà, donc bref, il fait son exposé, machin, puis après il met un document, et puis après il a un petit entretien, voilà. Et après t'as un dernier truc d'entretien de culture artistique qui dure 30 minutes où les personnes te posent des questions sur, et je cite, architecte paysage, art appliqué, design, cinéma, art vidéo, photographie, danse, théâtre, art numérique, why not. En fait, le jury peut poser les questions qu'il a envie sur ce qu'il veut. Toi tu sais ou tu sais pas, si t'as de la chance, tu sais, si t'as pas de chance, tu sais pas, bref, aucun intérêt. Pourquoi aucun intérêt? Pour ceux qui se posent la question, parce que ce n'est pas un truc pour vérifier ta culture générale, ce genre de truc. C'est un truc où t'as de la chance et tu tombes sur un truc que tu connais et du coup tu peux répondre, ou t'as pas de chance et t'es niqué. D'accord? Je vois pas pourquoi, si tu sais pas dire et donner des références en architecture paysage, en quoi tu ferais un mauvais prof d'art plastique, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais bon. Pourquoi pas, voilà, c'est comme ça. Donc, ce qui est intéressant quand même dans les 6, du coup, épreuves qu'on vient de voir, donc les 6 sous-épreuves des 2 épreuves principales, il n'y en a qu'une seule qui ressemble au métier que tu vas faire, d'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant, Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans cette leçon, tu as 4h30 pour préparer seulement 40 minutes de cours, puisque 40 minutes d'entretien. Donc, dans toute ton épreuve, tu as fait 40 minutes de ce que sera tes 8 heures par jour de métier plus tard. Ça me paraît un peu léger, mais bon, pourquoi pas. Après, moi, je ne suis que quelqu'un qui lit, je me trompe certainement. Alors, on va regarder du coup d'autres éléments. Donc, c'était pour l'agrégation d'art plastique. Alors, voilà un petit peu maintenant la physique-chimie. Je veux pas tous les faire, parce que ça va être un petit peu long, je te laisserai aller voir, mais ça te donne un petit peu l'idée. De toute façon, c'est toujours un peu pareil. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu peux commencer dans le truc, ça m'a tué, ça. Épreuve d'agrégation de physique-chimie, tu peux déjà commencer option physique, option chimie. Alors ça, c'est un délire, je trouve. Pour moi, tous les profs de physique-chimie enseignent les deux, physique et chimie. Mais bon, il paraît qu'en fait, du coup, tu peux choisir ton option. Donc, tu peux passer ton KPS plutôt en physique qu'en chimie. Alors, heureusement, c'est pas l'un ou l'autre. Il y a quand même un petit peu des deux, mais c'est les coefficients qui changent. Mais du coup, tu peux être nul en chimie et faire de prof de chimie, d'après ce que je comprends en tout cas. Puisque aujourd'hui, les matières physique-chimie ne sont pas séparées, en tout cas pas quand moi j'étais à l'école. J'espère que je me trompe et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Et du coup, ce que je viens de dire n'a pas de sens. Mais je pense pas, de mémoire. Donc bref, option physique, option chimie. Donc en gros, c'est exactement les mêmes épreuves, mais c'est juste les coefficients qui changent. Donc c'est pas non plus démentiel, mais ça me fait juste marrer. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu as 3 épreuves au début de 5 à 6 heures d'écrites, d'accord, pour vérifier que tu sais de quoi tu parles. Donc ça, c'est pas mal. On se dit, ok, le mec, il connaît un petit peu sa physique et sa chimie. Alors j'ai pas d'exemple d'épreuve là, mais bon, ok, why not. Après, du coup, tu as les épreuves d'oral, et ça, c'est intéressant, du coup, parce qu'on arrive et tu dois taper, du coup, sur une leçon de physique, leçon de chimie, et un montage de physique. Alors, ce qui est intéressant, du coup, ça veut dire que là, tu vas devoir faire vraiment, là, tu vas faire, donc, chaque leçon fait 1h20, donc tu as 3 cours de 1h20, enfin 2, parce que le montage est un peu différent, on va voir ça, 2 cours de 1h20, donc tu as quand même 2h40 de cours à faire devant un jury. Bref, tu fais quand même 2h40 dans ton passage d'épreuve de ce que tu vas faire plus tard. C'est quand même un peu plus rassurant que notre ami le prof d'art plastique. Bon, toujours un truc sidérant, c'est que par contre tu as quand même 4 heures pour te préparer pour 1h20 de cours, heureusement c'est pas comme ça dans la vraie vie, mais du coup ça veut quand même dire que ça reproduit pas les conditions de travail, c'est quand même un peu inquiétant je trouve, mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que en fait, quand tu prépares ton cours, tu as le droit en outre, je lis encore une fois, un préparateur présent pendant toute la durée des épreuves orales est à la disposition des candidats pour leur apporter l'aide qu'ils donnent habituellement aux professeurs lors de la préparation de leur classe. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu as 4 heures pour être préparé, mais tu as quand même un préparateur qui t'aide parce qu'on sait jamais, tu serais peut-être pas assez bien formé pour créer tes cours alors que putain, c'est ton futur métier. Why not, finalement, on verra bien pourquoi. Mais en tout cas, tu peux te faire aider par un préparateur, ce qui est finalement assez sympa, quand t'es candidat, je pense que c'est assez cool. Par contre, c'est inquiétant quand même sur la suite. Bon. Parce que tu n'as pas un préparateur qui est là tous les jours pour te dire comment faire ton cours le matin à 9h. Mais bon, alors, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai juste jamais vu quand moi j'étais en cours. Ok. Donc voilà, t'as tes leçons de chimie, machin, le jury te dit, ok, très bien, super. Il te dit ça va pas. Après, tu as un montage de physique. Alors le truc, c'est que là, je suis pas assez bon dans le domaine pour comprendre ce que c'est exactement. C'est un montage de physique composé d'expériences illustrées, en illustrant l'enseignement donné à tous les niveaux. Alors j'ai l'impression que tu crées des expériences pour les niveaux d'élèves. Bon, ouais, ok. Ça paraît assez cohérent par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on apprend. Pourquoi pas. Pareil, du coup, il les présente et puis du coup, on lui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Option chimie, c'est la même chose, mais du coup, la chimie, elle pisse mieux en avant. Et c'est tout. Voilà.
On n'a pas plus de choses en physique ou en chimie, donc c'est quand même intéressant de voir que par exemple on n'a aucune épreuve sur la pédagogie. Ça c'est quand même assez fou. Aucune question sur comment faire si un élève pète un plomb, aucune question sur comment gérer une classe, etc. Non. C'est tout. Voilà, on s'arrête là. Mais bon, restons positif. Alors, on continue. Du coup, section philosophie. Là, je pense qu'on va se marrer un petit peu. Donc, on a un cours de philo. Hein, où tu dois faire une composition de philosophie sans programme. Donc, en gros, c'est l'épreuve d'intention que tu faisais au bac. Là, du coup, composition de philosophie, deuxième avec programme. Donc, en gros, c'est la même chose, mais avec un thème. Se rapporte à une notion, à un couple de groupes notions établis pour l'année. Voilà. Bon, bref. Why not? J'avoue que j'ai un peu de mal à me rendre compte de ce que ça veut dire exactement une composition de philosophie. Est-ce que c'est un texte d'intention? Est-ce que c'est un truc qu'il faut écrire? Est-ce que c'est un exemple de cours écrit pour les élèves? Aucune idée. Tu as une épreuve d'histoire de la philosophie. Pourquoi pas? Ça paraît intéressant que tu saches un petit peu de quoi il parle. C'est cool. Et après, du coup, tu passes à l'admission pour les erreurs. Donc, tu as une épreuve, d'accord, de leçons. Alors ça, j'adore, tu vois. Leçon de philosophie, tu as 5 heures de préparation, mais seulement 35 minutes de leçon, hein. Voilà. Excellent. Et tu dois parler de l'un des domaines suivants. Métaphysique, morale politique, logique, épistémologique. Ok, super. Ce qui est ouf, c'est que c'est des sujets qui, je pense, sont hyper intéressants. En plus, la philosophie, c'est un truc hyper intéressant. Et pourquoi tout le monde trouve ça débile? Parce qu'on a que des profs de merde. Au final, quand tu vois les épreuves et que le mec a enseigné 35 minutes dans sa vie avant de devenir prof, évidemment, c'est clair que ça risque d'être compliqué d'avoir un bon prof avec ça. Mais bon, pourquoi pas. C'est peut-être moi, encore une fois, qui suis mauvaise langue. Hein. Encore une fois, je ne donne pas mon avis, enfin je donne mon avis sur le fait que ce que je pense de ce que je suis en train de lire, hein, mais tout ce que je lis est sur le site devenirenseignant.gouv.fr. Hein. Je n'invente rien, tu peux aller voir, et c'est physiquement ce qui se passe. J'espère, pour les gens qui passent le CAPES, qu'ils ont eu des expériences de prof avant, parce que putain, si t'as seulement ça comme expérience, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Je prie pour que ce soit le cas. J'espère qu'il y a des stages et tout. Enfin, ça me paraît un petit peu logique quand même, mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, donc tu as 2 leçons de philosophie, de chacune 35 minutes et 5 heures de préparation. Hein. On revient 5 heures de préparation pour 35 minutes. Alors on se rend compte quand même aussi à quel point c'est démentiel et que ça n'a aucun sens par rapport au métier de professeur aujourd'hui. Mais bon, on continue. Et après, tu as l'explication d'un texte français ou en français, traduit en français. Ok, why not? En gros, c'est l'explication de texte. Donc, tu as 1h30 de préparation et tu as 45 minutes d'épreuve. Tu expliques pendant 30 minutes, donc j'imagine à l'oral. Et tu as un entretien pendant 15 minutes maximum. Ici, voilà, tu expliques un texte. En gros, tu expliques un texte. J'imagine que ça correspond un petit peu près à l'explication de texte qu'on avait au bac à l'écrit, mais à l'oral, je peux me tromper. Évidemment, je suis pas expert en philosophie, tu t'en doutes. Et puis après, tu as une traduction, une explication d'un texte grec ou latin, allemand, anglais, arabe ou italien. Why not? Alors là, j'ai un peu de mal à comprendre le rapport avec la philosophie, mais pourquoi pas? Tu as quand même un dictionnaire qui peut t'aider. Bon, en tout cas, pour le gouvernement français, c'est important que quand tu sois prof de philosophie, tu saches aussi traduire des textes. Ça a l'air, en tout cas, d'être important, puisque tu as une épreuve de traduction et l'explication de ta traduction derrière. Why not? Je ne sais pas si toi t'as fait de la philo, mais moi j'en ai fait quand j'étais en études. On n'a jamais étudié des textes étrangers, tout simplement parce que notre prof ne butait pas un mot d'une langue autre que le français, donc ça aurait été compliqué. Mais en tout cas, ça a l'air d'être le cas aujourd'hui. Hein. En tout cas, ça va être important pour passer son CAPES. On l'a vu, hein, pas obligatoire de passer son CAPES, hein, et ni les autres diplômes. Bon bref, voilà, je vais pas faire tout le reste. T'as mathématiques aussi, bon c'est le même principe, hein, globalement. T'as des méthodes d'algèbre, de géométrie, etc. Oh bien. Ça c'est pas mal ça. C'est quand même des exposés, mais voilà. Donc là, ce qui est ouf, alors là c'est quand même cool, incroyable. Épreuve de mathématiques, tu n'as pas de leçon. Donc tu ne fais même pas un jour un truc qui ressemblera à ton métier plus tard dans ton épreuve, ça c'est assez cool. Tu as des épreuves de modélisation où tu dois faire des exposés, expliquer comment tu vas faire tes trucs d'analyse, etc. Mais par contre, faire un cours, ça non, surtout pas, hein. C'est quand même ce que tu vas faire plus tard, mais bon, bref. Ok. Quelle conclusion j'en tire déjà de ces descriptions d'épreuves de diplôme pour votre professeur aujourd'hui? Eh ben, moi il y a un truc qui m'inquiète énormément, c'est que on a beaucoup de vérifications que le mec sait de quoi il parle, donc ça c'est cool quand même, que le mec qui parle de philo sache ce que c'est la philo, etc., maths, etc., pareil, donc ça, heureusement, merci, mais il y a quand même, pour moi, un énorme souci là-dessus, c'est qu'en fait, il y a jamais une référence à la pédagogie. Jamais. Alors que la pédagogie, pour moi, devrait être au centre, en fait, de la formation de n'importe quel étudiant, d'accord ? Primaire, collège, ce que tu veux. On n'a jamais d'épreuve sur la pédagogie, sur les règles pédagogiques, sur quoi faire quand il y a un élève qui comprend pas, comment réexpliquer s'il y a un élève qui pète un plomb, sur toi tu pètes un plomb.
Non, tout ça, rien sur l'autorité en classe, rien sur la gestion des éléments qui vont se faire des bavardages, ce genre de trucs, la gestion de la pédagogie, la gestion des élèves qui vont mal comprendre un cours, mal le suivre, rien là-dessus, alors qu'en fait c'est le cœur de ton putain de métier. Ça, c'est, je trouve, déjà très inquiétant pour finalement former l'avenir de notre beau pays qu'est la France. Donc voilà, déjà je trouve ça un peu inquiétant. Bon, mais je me suis dit peut-être qu'en fait finalement je suis mauvaise langue et que les jurys en fait de ces épreuves sont en fait des profs qui sont très bons et du coup qui vont leur faire finalement ces remarques à ce moment-là, d'accord? Peut-être que les jurys peuvent poser des questions pendant les épreuves. Ah du coup vous avez un élève qui fait ça, qu'est-ce que vous faites, d'accord? Peut-être que du coup j'étais mauvaise langue. Bon, c'est quand même pas du tout écrit dans les textes officiels, donc ça m'étonnerait, mais on va regarder du coup la composition des jurys. Donc là j'ai regardé la composition du jury du concours de CAPES, d'accord? Et là c'est quand même assez intéressant. Donc j'en prends un au hasard, j'ai pris par exemple la réunion du jury du CAPES interne au et du CAIR. Bon, du coup, c'est un autre machin. Section art plastique. Bon, on va peut-être pas faire section art plastique, on va prendre un truc un peu plus sérieux. Allez, mathématiques. Parfait. Tac. Donc c'est cool, du coup, on a absolument tous les gens qui vont faire, du coup, ce qui est cool, le jury, et leur rôle en tant que professionnel, d'accord? Et du coup, là, je lis pareil, encore une fois, tu peux trouver, là, par exemple, ça se trouve, ça sur média devenir enseignant.gouv.fr, et du coup, tu trouves l'arrêt 2022 de tous les jurys qui vont passer, qui vont être jurys au CAPES de 2022 pour l'épreuve de mathématiques, donc devenir prof de maths. Et du coup, je lis un petit peu, et là, je me rends compte d'un truc assez intéressant. Président, alors, il y a un mec, il s'appelle Xavier, bref, inspecteur. Ok, général de l'éducation, sport et de la recherche. Tiens, on va regarder un petit peu ce que c'est, ça. Alors, moi, je pense un peu pouvoir, mais on va demander comment on devient inspecteur général de l'éducation, puisque pour moi, c'est pas être prof. Alors, peut-être qu'il faut être prof avant, j'espère. Donc, éducation nationale du sport et de la recherche. Donc, comment on devient ce gars-là? Donc, je regarde, pareil, je suis toujours sur, ici, education.gouv.fr, donc quelle mission ça, on s'en fout. Moi j'aimerais bien comprendre comment on devient. Recrutement. Le chef de la est nommé par décret. Oh là, bien. Donc le chef sont nommés par décret du président de la République. Alors ça c'est fort, ça j'apprécie particulièrement. C'est le président de la République qui sait, avec je sais rien, sa sagesse interdimensionnelle, qui sait qui choisir en tant que inspecteur général de l'éducation. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Le mec, son expertise c'est la politique, d'accord. Pourquoi pas le gouvernement d'un pays, mais pourtant il peut quand même choisir du coup les meilleurs inspecteurs de l'école, alors que bon, a priori il y connaît pas grand chose en éducation puisque c'est pas son métier. Mais bon, ça a l'air d'être cohérent. Et du coup, après, en fait, il fait ça par rapport aux propositions du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ça, c'est assez fort. Attends, j'espère que c'est pas que ça, quand même. Putain, si. Oh, bordel. Oh, elle est belle, celle-là. Bon, du coup, tu peux lire ce que j'ai. Donc, recrutement des inspecteurs généraux. Ah non, de l'IGR, j'ai eu peur. Ou alors, c'est un truc pour... Un général de... Non, mais si, c'est ça. Putain. C'est chaud. C'est vraiment super chaud. Bon, encore une fois, peut-être que je me trompe, peut-être que je comprends pas tout. Mais il y a quand même un truc qui m'inquiète là, c'est que j'ai l'impression que pour devenir inspecteur, en fait, tu te fais nommer, d'accord, par un ministre ou par le président lui-même. Ce qui est assez flippant, parce que du coup, c'est-à-dire que tu es... du coup, tu deviens le mec qui... t'as vu, c'est le mec qui est au jury des profs, mais aussi du coup le mec qui, en gros, fait les programmes, si je comprends bien, ou en tout cas participe. On vérifie que les programmes sont bien appliqués, mais en fait ce mec a jamais été prof, en tout cas peut ne jamais avoir été prof, ça va perdre en tout cas de poser problème. Recrutement, donc c'est bien corps des inspections générales, comprend de grades, ok, bon. Alors peut-être que je me trompe, je vais pas chercher plus loin, mais ça a l'air d'être quand même assez inquiétant sur le fait que... sur le fait que les gens qui sont inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche n'ont aucune obligation d'avoir été prof avant, ça c'est clair et net, mais en plus de ça, ne sont pas nommés par rapport à leur expertise ou leur expérience ou ce que tu veux, mais sont nommés de manière arbitraire par ou le président ou... Alors attends, c'est pas seulement le président, il y a d'autres gens, je veux quand même le faire correctement.
Donc, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, de l'innovation et du membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport, bref, sont nommés par le décret du président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation et de la jeunesse et du sport, de l'enseignement supérieur, de la recherche. Donc c'est super intéressant hein, parce que tous ces gens-là n'ont jamais été profs de leur vie et c'est eux qui jugent les profs. Donc on voit un petit peu à quel point ça a du sens. Alors pourquoi pas, continuons. Donc du coup, peut-être que je fais mauvaise langue, en fait il y a que le président qui est inspecteur et que tous les autres sont profs en fait. Hein. Donc continue. Tiens, vice-président A, inspecteur. Ok. Vice-présidente A, inspectrice. Ah, Madame Nadine, ça on a intéressé, un Cadine Borno, professeur agréé. Ok, quelqu'un qui a une expérience là-dedans. Secrétaire général, professeur agréé, merci. Donc, hop, professeur agréé, maître de conférence d'université. Alors ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de maîtres de conférences dans les jurys. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es maître de conférence, en fait, tu n'es pas prof, en fait. Tu es maître de conférence, donc tu devrais juger d'autres maîtres de conférence. Je veux dire, être maître de conférence, par exemple, en une étude de médecine devant 1000 élèves, tu vois, c'est pas du tout le même métier que faire un cours de maths à 14 lycéens, tu vois. Enfin, ou plutôt 40 aujourd'hui. Donc, bon, bref, why not. Mais bon, ce qui m'intéresse, ce qui m'a rassuré un petit peu, c'est il y a quand même 2-3 profs agréés dans les éléments. Et là, je continue, hein, il y a quand même, voilà. Monsieur Fabien, Académie Strasbourg, personne à compétences particulières. Bon, Monsieur Fabien a l'air d'avoir des compétences particulières. En tout cas, ça lui permet d'être juge sur les profs. Hein. Donc, Monsieur Mathieu, inspecteur, encore un inspecteur, inspectrice, etc. Bref, bon, j'avoue que le personne à compétences particulières est assez marrant quand même. Bon, je te laisserai lire le tout. Tu verras qu'il y a quand même une minorité de profs, hein, ce qui est assez inquiétant quand même, le fait que du coup les gens qui jugent les futurs profs ne soient pas profs ou n'aient pas été profs eux-mêmes. Je trouve ça quand même un petit peu inquiétant, notamment sur la transmission de la pédagogie et même en fait sur la transmission juste du métier. J'en rigole, hein, ici je suis un petit peu moqueur pour la blague, mais qu'on soit clair, en fait c'est quand même assez grave. Il faut se rendre compte que l'éducation de base, c'est ce qui fait que dans la vie tu peux lire, écrire, trouver un métier, t'adapter au monde qui t'entoure. Bref, c'est un petit peu ton avenir en fait. Et on voit absolument que les gens qui sont censés former cet avenir et du coup former l'avenir, alors l'avenir du pays, moi je s'en fous un petit peu de l'avenir du pays personnellement, mais vraiment juste l'avenir des futurs élèves est déterminé par des gens qui ont aucune expérience dans le domaine, hein, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, tu n'es pas prof, d'accord, et 2, des concours qui ne prennent pas du tout en compte pour moi le point principal quand même de l'éducation, qui est la pédagogie. Donc c'est quand même un truc de malade, hein, que de se rendre compte qu'aujourd'hui du coup tes cours que tu vas avoir sont faits par des gens qui n'ont pas été jugés par des profs, d'accord, et qui n'ont pas eu d'expérience de prof lors de leur concours. Je trouve ça un petit peu inquiétant personnellement. Après peut-être encore une fois que je suis mauvaise langue, je ne sais pas. Voilà, bon bref, intéressant aussi, je vois énormément de profs d'université en termes de juges, hein. Ce qui est cool, hein, c'est que prof d'université, c'est pas du tout la même chose que prof dans un collège ou un lycée, d'accord, bon bref, why not. Voilà, la petite remarque sur déjà, comment être prof. Donc déjà, tu vois, ça part très mal, hein. Être prof, enfin, devenir prof aujourd'hui, ça va pas l'air très cohérent par rapport à ce qu'est le métier prof d'être, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je te dis là n'est pas forcément obligatoire, hein. Tu peux être prof sans avoir de diplôme particulier. Tu deviens prof suppléant, et si tu restes plusieurs années dans le même établissement, je crois que c'est 6 ans, on peut te proposer un CDI. Ça dépend aussi si l'établissement est public ou privé. Dans tous les cas, tu peux trouver cette information sur vocationservicepublic.fr. Alors, un truc intéressant maintenant qu'on peut se poser, c'est ok, bon, les profs, en tout cas, le rituel pour être prof est peut-être pas dingue, peut-être pas très adapté à ce qu'on fait aujourd'hui, mais peut-être finalement ce qu'on y enseigne a du sens par rapport au monde qui nous entoure. Et ben on va voir ça tout de suite en regardant un petit peu les réformes qui ont été effectuées depuis 1975. Et tu vas voir là aussi, c'est donc que disent ces réformes. Alors, je suis ici sur le site de babaduprof.fr qui nous fait un petit historique des réformes. Alors ce n'est pas un site gouvernemental, donc peut-être qu'il y aura quelques conneries dedans, je ne sais pas. J'ai pas pris le temps d'aller vérifier, donc si tu veux aller checker que ce que je dis sur les réformes est vraiment bon, je t'inviterai à aller voir par toi-même, mais ça a l'air quand même assez complet et assez bien construit, donc ça m'a l'air assez de confiance, mais encore une fois, voilà, attention quand même à ce que tu peux lire parfois sur internet ou que sais-je, prends des gants et double-check au moins quelques résultats, surtout les plus étonnants, pour être sûr que tu ne sois pas en train de lire de la merde. Donc, depuis 1975, 14 réformes et toujours aucun résultat probant. Bon, c'est ce que c'est le titre de l'article, hein, moi je n'invente rien. Donc, moi je vais simplement surtout... au lieu de te poser la question toujours au carré de probant, moi ce qui m'intéresse c'est surtout est-ce que les réformes et du coup les
le contenu de ce qu'on enseigne aux élèves, est-ce qu'il a du sens et est-ce qu'il est cohérent par rapport à l'évolution du monde dans lequel on vit. Et on va le voir, on en est très 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 loin. Donc 1975, il y a un mec qui s'appelle René Haby et qui dit il faudrait faire un collège unique, donc plus de collège privé ou public. Mais il y a un autre gars qui dit non c'est mort parce qu'il y a trop de manifestations en 84, donc en fait ça passe pas, donc il se passe rien. Ok, on s'en fout, ça change rien finalement. En 89, du coup, 7 ans plus tard, parce qu'au final ça n'a rien changé ça, puisque du coup, voilà, c'est un passé. Alors il y a des gars qui ont insisté sur la mission de l'école, qu'il fallait former les gens, bref, la sélection des meilleurs, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a eu aucun projet concret là-dessus, à part le fait de mettre les deux éléments ensemble, et qui a été en fait refusé parce qu'il y a eu des manifestations. 89, donc il y a la loi Jospin, et qui dit du coup, voilà. Et lui il dit, moi ma loi, alors on ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle dit que dans l'ensemble d'une classe d'âge minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle, donc c'est ce qu'on appelle le CAP, ou du brevet d'études, d'accord, 80% auront le bac. Et ça, déjà, on arrive pour moi à un premier problème monstrueux. C'est que les putains de réformes sont faites pour un objectif de résultat d'obtention du bac, et en aucun cas un objectif de adaptabilité et d'insertion professionnelle. Donc ça, déjà, j'avoue, ça me dépasse. Donc déjà, 89, Jospin, désolé de te dire ça, mon pote, mais tu fais de la grosse merde en faisant ça, parce que tu augmentes tes petits chiffres de réussite au bac, et non pas le taux d'insertion professionnelle correct. Donc comment tu mesures ça? Tu demandes ce que l'élève veut faire et tu regardes s'il arrive à faire ce qu'il avait envie de faire. Ça c'est un vrai une vraie putain de question. On en est encore super loin aujourd'hui. On est clair. Mais voilà, en tout cas c'est ce qui est mis en place. Et bon, bref. Et après il veut absolument que les bacheliers soient admis en études supérieures. Pourquoi pas? Encore une fois, on est sur finalement une réforme qui met en avant les chiffres et en aucun cas l'individu, ce qui est un petit peu quand même problématique. Mais bon, joli. Donc voilà, après du coup, il sépare la scolarité en cycle, primaire, secondaire, etc. Donc on a déjà parlé de ça. De toute façon, on s'en fout, ça change rien au final au programme. C'est juste que maintenant il y a des cycles. Bon, pourquoi pas. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a quand même un truc pour former les enseignants qui est créé, qui s'appelle l'Institut universitaire des formations de maîtres. Merci, donc il faut croire qu'avant, les enseignants, tu se démerdais. Mais du coup, bon, c'est bien. En 89, on forme les enseignants. On se dit quand même, c'est important qu'ils soient formés, peut-être. Donc c'est cool, là-dessus. En 93, il y a monsieur François Bayrou qui réforme le baccalauréat et il crée les filières L, S et ES. Pourquoi pas, finalement. Donc littéraire scientifique et économique et social. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais en études. Mais bon après voilà, je vois pas en quoi finalement ça change grand chose à l'insertion derrière professionnelle, mais bon, ok. Voilà, donc on a des problèmes de fonctionnement des collèges parce qu'il y a beaucoup de injustice sociale, c'est ce que je lis. Et du coup, il met plusieurs réformes, et là, du coup, ils mettent en place des réformes avec des parcours plus diversifiés. Pour les élèves en difficulté. Bon, why not? Très bien. Et des études dirigées. Je me souviens que ça, moi, c'était vraiment des sacrées conneries, ça. Pour les 6e et les 5e. Ok, pourquoi pas. C'est, pour moi, quand même un petit pas en avant, parce qu'on commence à se poser la question non plus de qui aura le bac, mais plutôt de comment faciliter la scolarité d'un élève. D'accord? Même si ça reste très léger, c'est déjà un premier pas. Donc voilà, ça c'est cool. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait ça a été décidé en 93 et en fait t'as un petit erratum à la fin qui dit qu'en 97 c'était toujours pas appliqué. Donc ça c'est cool quand même, qu'en fait on voit que tout le monde s'en branle, les mecs font une réforme mais ils s'en occupent même pas. 98, Claude Algère prévoit une réforme des lycées qui met l'accent sur l'égalité dans la diversité. Pourquoi pas, et évidemment le développement d'activités culturelles et citoyennes. Ok. Donc voilà, alors après t'as des enseignants qui ont pété un plomb parce que ça précarisait je sais pas quoi, on s'en fout. Au final, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est toujours pas du tout en train de parler de contenu, de à quoi on forme les élèves. On ne change pas le programme, alors qu'il s'est déjà quand même passé là entre 75 et 98 quasiment 25 ans. Mais bon, il faut croire que le monde n'évolue pas à côté, que finalement en fait le seul truc qui est problématique, c'est évidemment l'égalité et la diversité. Évidemment c'est des choses importantes, mais il faudrait peut-être aussi se poser la question de à quoi on forme nos élèves. Bon, pourquoi pas.
Et évidemment rien sur les pédagogies, ça on s'en prend. Mais ça tu l'as remarqué, la pédagogie de toute façon ça va pas être au cœur des réflexions de l'éducation aujourd'hui. Alors, en 98, il y a Ségolène Royal qui lance une réforme des collèges et qui s'appuie sur la conclusion que le collège de l'an 2000 d'un mec qui s'appelle François Dubé. Ok. Et en fait, c'est le collège pour tous, d'accord, pour réaffirmer son rôle intégrateur, principe de l'hétérogénéité des classes et qui refuse les orientations précoces. Ok. Donc voilà, j'espère que tu comprends ce que ça veut dire. Ça c'est les objectifs d'une réforme. Tu m'étonnes que la réforme soit merdique derrière, on comprend absolument rien. On a un peu plus de détails quand même, parce que du coup elle s'est dit en 99, on va peut-être faire un petit truc un petit peu mieux. Donc elle dit du coup, en fait, il faut absolument que les élèves soient articulés en fonction du primaire secondaire. Donc que les 6e, 5e soient un dépistage pour voir si les élèves sont en difficulté ou pas. D'accord, avec une remise à niveau, ce qui est plutôt pas mal pour le coup ici. Ce qui peut avoir du sens. Enfin, encore, je sais même pas. Ça ce sera à tester au final. Et après, il faudrait diversifier les méthodes d'enseignement avec la pluridisciplinarité. C'est un mot compliqué pour pas grand-chose, parce que je vois pas comment tu mets ça en place. Mais bon. Et après, il faut améliorer la vie de la maison collège et instaurer l'heure de vie de classe. Alors ça, on l'a connu, heure de vie de classe tous les 15 jours. C'est vrai que ça a changé notre vie, ce truc de merde. Mais pourquoi pas, au final, on a des objectifs qui, au final, sont pas si débiles que ça, mais des manières de la mettre en place qui sont complètement débiles. Enfin, je veux dire, en quoi une heure de vie de classe va améliorer la vie maison-collège. Juste explique-moi, en fait, j'ai du mal à comprendre. Mais au-delà de ça, tu vois, on a des détails hyper vagues. Favoriser la pluridisciplinarité. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, en 20 ans, on a favorisé la pluridisciplinarité dans les collèges et les lycées? Je ne sais pas. Enfin, quoique ça a l'air d'être que les collèges, en plus, là. Bref. Donc, on a une réforme en 99 qui n'est évidemment pas appliquée. Il se passe rien. Enfin, peut-être si, l'heure de vie de classe. Et les cours de soutien de 6e à 5e, ça je crois que j'en ai vu passer quelques-uns. En tout cas, on est en 2001. D'accord. Et il y a des collèges en difficulté persistante avec un accroissement du malaise des enseignants. C'est très important que les enseignants soient malaises. Par contre, les élèves, d'après ce que je comprends, on s'en branle. C'est quand même assez fou, c'est qu'on n'a jamais parlé de l'état d'esprit et du bonheur des élèves dans toutes les réformes que je viens de lire, alors que l'élève c'est quand même le centre pour moi de l'éducation. Ça va pas être le cas en tout cas pour le gouvernement qui gère l'éducation en tout cas. Dans tous les cas, du coup, on va changer les approches pédagogiques. Oh putain, première fois que je vois le mot pédagogique, ça me rend heureux. Et pour mieux gérer la diversité des élèves et lutter contre l'échec. Pas mal. Là, je trouve, ok, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? 6e, du coup, donc on est en 2001. Prévu l'inscription dans l'emploi du temps des élèves d'une période d'intégration au nouvel environnement qui constitue le collège. Pas mal du tout. Honnêtement, enfin, un truc, c'est peut-être la première ligne vraiment sensée que je vois depuis le début. 4 itinéraires de découverte ont été mis en place de 5e à 4e. Nature et corps humain, art, humanité, langue et civilisation, initiation à la création et aux techniques. Peut-être, bon, ça a l'air de plus être là maintenant, parce que moi j'ai pas eu ça quand j'étais au collège, mais j'étais un peu plus jeune, moi. Mais bon, de nouveaux choix ont été offerts qui sont traduits par des 4 heures de semaine de cours optionnels. Donc il y a des cours optionnels, donc ça c'est pas mal non plus, je trouve. On commence à avoir un petit truc qui est dans la bonne direction. Je ne sais pas comment ça s'est mis en place, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que là, au moins, ces directions ont finalement quand même mettre au centre l'élève et non pas leur putain de résultat au bac ou le malaise des enseignants. Donc c'est quand même assez positif, si je puis dire. Louis Ferry sera alors nommé ministre de l'Éducation, bon ça très bien. Il met en œuvre parmi d'autres mesures un nouveau dispositif de lutte contre l'absentéisme scolaire. Et puis bon, il dit pas ce que c'est. Il dit juste que ça a fait évoluer la réglementation par rapport aux pratiques de l'élève et aux besoins de sa famille. On n'a pas plus de détails que ça malheureusement, donc ça va être difficile de juger. Et là, c'est un truc très marrant, c'est que ça m'a fait tout très très marrer. D'autre part, la loi du 15 mars 2004 encadrant une application du principe de laïcité, le port des signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans l'école, collège, lycée et public marque de mots très très largement partagés de réaffirmer l'importance de ce principe indissociable des valeurs de l'égalité et du respect de l'autre. Donc en gros, c'est de dire que personne n'a le droit de porter une marque qui vise à une religion, puisque l'école est censée être laïque. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase de conclusion de l'article. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais ça me fait marrer. En clair, pas de foulard islamique dans les collèges et les lycées. Ça me fait marrer. Donc, en gros, c'est une loi qui vise à juger toutes les religions, mais en fait, nous, on parle finalement du foulard islamique, alors qu'il y a plein d'autres manières de montrer que t'appartiens à une religion. Une croix autour du cou, par exemple, ça montre que t'appartiens à la religion catholique. Je vois pas en quoi c'est différent d'un foulard islamique, mais bon, en tout cas, pour le gouvernement français, ça a l'air d'être différent. Pourquoi pas, finalement. 3 ans entre les réformes,
Donc François Fillon, la loi d'orientation pour l'avenir de l'école, incroyable. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc il met en œuvre des priorités pour élever le niveau des formations des jeunes français, faire réussir tous les élèves, redresser la situation de l'enseignement des langues, mieux garantir l'égalité des chances, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et l'emploi. C'est cool. Alors ça j'aime bien, ça des trucs très larges, très beaux, mais qu'est-ce que du coup ça veut dire concrètement ? Modernisation de l'éducation nationale, selon 3 axes. Mieux faire respecter les valeurs de la République. Alors ça j'aime beaucoup. Premier axe de ta putain de réforme, c'est mieux faire respecter les valeurs de la République. Alors ça c'est vraiment très beau ça. C'est vrai que ça, quand tu fais mieux respecter les valeurs de la République, tout va mieux pour l'élève quand il doit trouver un métier. Ça, c'est clair et net. Mieux organiser les établissements et les enseignements. Ok, mieux dans quel sens, comment, pourquoi, on sait pas trop, juste il faut mieux les organiser. Voilà. Donc j'aimerais bien voir comment ils ont coché ça. Tu vois, ils disent, ok, là c'est bon, c'est mieux organisé. On a brûlé une poubelle, c'est bon, c'est mieux organisé. Bon, pourquoi pas. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte que genre tu fais ça dans une société privée, en fait, juste elle s'est pété la gueule déjà depuis 10 ans. En fait, ça n'a aucun intérêt d'avoir des objectifs aussi vagues, mais bon, why not. Et mieux faire respecter, et mieux gérer le système éducatif. Pareil, à quel moment tu te dis ça c'est mieux géré, ça c'est moins bien géré, je ne sais pas. Elle a pour ambition de répondre aux évolutions de la société française de l'école depuis ces 15 dernières années. Ah, bah c'est pas trop tôt. C'est la raison pour laquelle la nation fixe un système éducatif des objectifs suivants, que 100% des élèves aient acquis au terme de leur scolarité obligatoire un diplôme et une qualification reconnue. Donc encore une fois, très intéressant. On revient sur nos petits chiffres avec nos petits papiers qui n'ont aucun intérêt par rapport finalement à l'adaptabilité d'un élève et à sa compréhension du monde et de la société moderne et du coup le fait de trouver un travail. Et après derrière du coup 80% pour le bac et 50% pour un diplôme d'enseignement supérieur. Voilà, les bons petits chiffres qui font du bien et qui font plaisir aux gens, mais qui au final ne représentent absolument rien. Encore une fois, rien sur les objectifs des élèves, rien sur la pédagogie, rien sur leur insertion professionnelle, juste des putains de pourcentages pour des papiers. Alors, c'est l'avènement du socle commun des compétences. Alors ça c'est cool, du coup on s'est dit, putain, si on veut qu'on ait des gens qui aient plus facilement le bac, j'imagine, on va leur faire tous les mêmes choses, comme ça on a moins à se spécialiser. Tu vas me dire, c'est pas con du tout par rapport à leur objectif de merde d'avoir des bons chiffres. Par contre, évidemment, pour derrière trouver un métier, c'est très débile, parce qu'aujourd'hui on est dans une société qui se spécialise de plus en plus. Donc avoir un socle commun, ça n'a rien de logique. D'accord, malheureusement. Mais bon, au-delà de ça, ils ont voulu faire un socle commun. Bon, ok. Peut-être encore une fois que je me trompe et qu'ils avaient des études pour baser leur décision. Ça n'a pas le cas, mais pourquoi pas. Ce socle se caractérise par, du coup, le socle commun que tu connais, les langues françaises, les maths, les sciences, etc. Pourquoi pas. Au Conseil de l'éducation, a donné son avis sur les connaissances, machin. Ok, c'est le Haut Conseil a donné son avis, c'est cool. Il dit pas ce qui donne comme avis, mais il a donné son avis. L'école primaire et le collège ont chacun dans le cadre des cycles qui doivent donner du sens à la démarche pédagogique un rôle déterminant. L'école primaire apprend à lire, s'exprimer oralement et écrire et compter. Et là, putain, c'est quand même assez incroyable. On attend quand même l'année 2005 pour donner l'objectif de l'école primaire concret. C'est quand même assez fort, mais bon, au moins on en a un maintenant, c'est quand même assez cool. Et en plus là, il est concret et assez précis, c'est bien. Donc si l'élève il sait pas lire, s'exprimer oralement ou écrire ou compter, c'est qu'il a pas rempli l'objectif de l'école primaire. Donc ça c'est assez bien, je trouve, par rapport au truc de merde de respecter les valeurs de la République. La formation primaire apporte aussi aux élèves des repères en histoire et en géographie sur notre pays et l'Europe, ainsi que les premières notions d'une langue vivante étrangère. Très bien. Elle développe une démarche scientifique de base, une ouverture culturelle et artistique, une éducation physique et sportive. Incroyable. C'est la première fois que je vois un truc précis sur un objectif scolaire, et ça m'a l'air en plus pas déconnant. Donc merci, bravo à ça. Le collège donne à tous les élèves les connaissances, compétences et comportements indispensables à la poursuite des études, à l'exercice de la citoyenneté et à l'insertion future professionnelle. Et là, ça commence à être un bordel parce que là, comment tu juges connaissances, compétences, comportements indispensables à la poursuite des études et à l'exercice de la citoyenneté. Alors ça c'est beau aussi. Et à l'insertion professionnelle future. Comment tu juges ça? Juger quelqu'un qui sait lire, s'exprimer oralement, écrire et compter, c'est facile. Par contre, juger ça, c'est très compliqué. Donc là, déjà, les objectifs du collège sont pétés du cul, en fait. Ils n'ont aucun sens parce que tu peux pas vérifier que ces objectifs soient validés pour un élève qui finit le collège. D'accord? Comment tu vérifies que l'élève qui finit le collège a assez de connaissances, de compétences et de comportements indispensables à la poursuite de ses études? Enfin, où est-ce que tu mets la barre, là? Et qu'est-ce que c'est la poursuite de ses études? Enfin, c'est même pas écrit de ses études, c'est des études en général. Qu'est-ce que c'est l'exercice de la citoyenneté? En gros, t'as juste dit à l'élève d'aller voter, ou c'est un peu plus compliqué que ça? Est-ce qu'il sait comprendre une loi, par exemple? Et à l'insertion professionnelle, pareil, comment tu juges ta putain d'insertion professionnelle? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est l'objectif concret que les collèges ont depuis 2005. Enfin, peut-être que ça a changé après. Donc, l'acquisition du socle commun fait objet, du coup, à chaque étape du cursus scolaire. Bref, une évaluation, ok, pourquoi pas. Ils mettent le brevet en place pour valider tout ça, d'accord? C'est aussi à ce moment-là que les élèves reconnus handicapés sont intégrés dans les établissements. Ok, très bien, ça c'est plutôt même une bonne chose.
Donc ça, voilà, on s'en fout. Ok, donc ça c'est la fin de 2005. 2008, Xavier Decroix, nouvelle organisation de l'école primaire à la rentrée de 2008 avec les suppressions des cours du samedi matin dans toutes les écoles maternelles et élémentaires. Pareil, c'est vrai, hein, c'était vraiment le problème principal, supprimer les cours du samedi matin, c'est ça qui va tout changer. Bon, je vais même pas m'arrêter là-dessus parce que ça me dégoûte. Je comprends pas comment on peut faire des décisions aussi débiles au lieu de juste... Voilà, bref, ok. Pourquoi je dis ça, hein? Simplement parce que réadapter un emploi du temps en changeant les cours samedi matin, c'est pas ça qui fait que l'élève est moins bon en fait. D'accord? Bon, la vérité c'est qu'ils l'ont fait simplement parce que ça a arrangé les parents. Hein, qu'on soit clair là-dessus aussi. Bref, donc voilà, nouveau programme. Alors ça c'est intéressant, un nouveau programme du coup. Ah, qu'est-ce qu'on va parler du coup, hein, dans l'école maternelle et élémentaire, nouveau programme, pratique des langues vivantes étrangères est renforcée, enseignement d'une langue vivante étrangère est d'ores et déjà initialisé en classe de CE2, CM1 et CM2, incroyable. C'est vrai que ça a plutôt du sens par rapport au développement du monde et à la mondialisation qui a lieu du coup en 2008 et encore aujourd'hui, hein, donc ça c'est plutôt cool. Son développement se poursuit en classe de CP et CE1, il sera achevé à la rentrée 2010. Ok, de nouveaux programmes sont aussi institués au collège, évidemment, on n'a pas le détail, ce serait trop beau. À la rentrée 2008, le déploiement d'enseignement référent contribue à favoriser la cohérence et la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves handicapés, donc ça c'est le truc de 2005, et l'appui à l'aide pédagogique des enseignants qui accueillent leur classe, bon bref, ok. 3 ans entre les deux réformes, 2009, Luc Châtel à la réforme du lycée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Luc Châtel? Il reprend le dossier de la réforme et dit « Bon, les gars, ça ne va pas, on va s'inspirer largement du rapport des soins. » Et ses objectifs, réduire les inégalités, mieux préparer les lycéens à l'enseignement supérieur, les associer davantage à la vie de leur lycée et passer d'une orientation subie à une orientation choisie et réversible. Bordel, passer d'une orientation subie à une orientation choisie et réversible. Il a fallu attendre 2009 quand même pour que les mecs ils intègrent ça dans leur petite tête. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est une bonne chose. Hein. Bon, le reste c'est quand même assez large, mais ça déjà c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place concrètement du coup pour régler ce problème? Eh bien une série de mesures ont mis en place, parmi lesquelles l'instauration d'un stage passerelle et de remise à niveau pendant les vacances scolaires, why not, une classe de préparation plus générale, hein, c'est vrai que c'était... Donc on a fait un trop commun, tu vois, et puis on va faire encore une classe première encore plus générale, c'est vrai c'est pas encore assez général, vraiment bonne solution là-dessus, et un accompagnement personnalisé, hein, c'est ce qu'on appelle aussi potentiellement l'AP, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont au collège ou au lycée qui m'écoutent, cette vaste blague. Oh, on en reparlera, hein, tu vas voir. Au-delà de la réforme du lycée, plusieurs dispositifs sont mis en place au cours de quinquennat, les internats d'excellence, etc. Moi, c'est intéressant parce que moi, j'étais au collège et au lycée à ce moment-là, donc j'ai vécu ces changements-là. Bref. Donc voilà, c'est tout. Donc il y a un objectif, mais en fait, au final, juste, c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as un objectif de mieux préparer, etc. En fait, au final, qu'est-ce qu'il met en place? Il met en place la paix. Voilà, la paix. Ceux qui savent et qui ont déjà vécu la paix, je ne sais pas si ça encore existe aujourd'hui, mais ils savent que c'est quand même une sacrée vanne ce truc. On va voir pourquoi, parce qu'en plus ils en parlent de comment c'est mis en place après. 2013, du coup, il y a Vincent qui refonde l'école, la loi de refondation de l'école. Donc pourquoi pas, donc il met en place, en 2013, ce monsieur Vincent Payen, il crée l'ESPE, d'accord, lequel supérieur du professorat de l'éducation, où seront formés les futurs enseignants. Ah merci, en 2013, du coup on a une école d'enseignants. D'accord. Parce qu'il faut comprendre que sous le gouvernement de Sarkozy, en fait, du coup, Sarkozy avait supprimé l'école des enseignements. Hein. Rappelons que la formation spécialisée, et je lis, hein, des enseignements avaient tout simplement été supprimés. Excite les IUFM, ce qui avait été créé, je crois, en 80 de mémoire. Bon, pourquoi pas. Hein. Il paraît qu'on peut supprimer l'enseignement des la formation des professeurs. Ça n'a pas l'air d'être problématique pour que les gens soient profs. Ok. Bon, heureusement, ça a été remis en place. Accueil des enfants de moins de 3 ans en maternelle, bon, ok, on s'en fout, ça. C'est pas ça qui va changer grand chose, finalement. À l'instruction, ou peut-être, mais en tout cas, j'ai pas du tout l'expertise pour dire. À l'instruction civique et collège succède non, du coup, ce n'est plus, l'instruction civique au collège, mais l'enseignement moral et civique, hein. Bon, ok. On change de nom, mais c'est la même chose, j'imagine, ou peut-être qu'il y a un truc que je connais pas là-dessus. Un enseignement en langue vivante devient obligatoire dès le CP, d'accord. Pour améliorer les résultats des élèves qui sont jugés, et là j'aime bien entre guillemets alarmants, peut-être que c'est le problème de la pédagogie, hein, pas de mettre plus dur le souci, mais bon, je ne sais pas. Je vois pas en quoi le fait de mettre des langues vivantes en CP plutôt qu'en CE1 va changer drastiquement la chose, mais bon, pourquoi pas. Mise en place d'un enseignement numérique. Putain de bordel, merci. Donc on est en 2013. 2013, c'est la première fois qu'on met un enseignement numérique dans les collèges. En 2013, il faut savoir que Facebook existe déjà depuis 3 ans. Tous les élèves connaissent Facebook, savent aller sur Internet, savent naviguer, savent faire une putain de recherche Google. Et pourtant, c'est la première année où on met en place un enseignement numérique. Hein. Et si t'as été élève à cette époque, tu te souviens d'un enseignement numérique à ce délire, c'était en mode, bon, vous tapez bien avec tous vos doigts, parce que si vous tapez avec un seul doigt à la main, vous n'allez pas être assez vite. D'ailleurs, pour enregistrer, on ne fait pas CTRL S, hein, on fait bien fichier plus enregistrer sous.
D'accord? Donc voilà un petit peu à quoi se résume l'enseignement numérique. C'est quand même assez dramatique. On voit à quel point ici l'école est en retard par rapport au monde qui l'entoure, mais j'y reviendrai en conclusion. Réforme des rythmes scolaires, avant maternelle et secondaire, désormais en classe le mercredi matin. Bon bref, donc ce qu'on avait enlevé le samedi matin, on vient de le mettre en mercredi matin. Bref, on n'arrive pas à se décider, mais ça c'est classique. 2016, du coup, Naja Vallabancabuc et la réforme du collège. Donc modification du cycle primaire. Alors oui, ça j'adore, ils adorent modifier les cycles, hein. Du coup je t'avais dit, t'as des cycles. Hein. Et du coup maintenant, ils ont fait le cycle, mais les cycles sont décalés. Maintenant le cycle 3 commence du CM1 à la 6e, le cycle 4 du 5e à la 3e. Bon pourquoi pas, je ne sais pas qu'est-ce que ça change de leur vie, mais voyez. Alors t'as la création des EIP, enseignement pratique interdisciplinaire, et des heures d'AP, à connaissance personnalisée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on dit qu'on va faire l'AP en 2013, mais on se rend compte en fait que ça a été créé seulement en 2016, en raison de 3 heures par semaine en 6e, puis 1 heure hebdomadaire pour les autres niveaux du collège. Hein, donc on parle d'1 heure hebdomadaire, c'est pas non plus un truc démentiel. Et l'AP, on a vu, hein, c'est de l'accompagnement personnalisé qui est censé pouvoir te permettre de changer d'orientation si tu le souhaites. En tout cas, c'était l'objectif annoncé de la réforme en 2013. Bon, pourquoi pas. Donc maintenant on a mis la deuxième langue vivante en 5e et non plus en 4e, pourquoi pas non plus. Mise en place du livret scolaire unique, hein, qui enregistre des compétences des élèves de la maternelle au lycée. Ok. Pas plus de 6 heures de cours par semaine par les élèves. Alors ça c'est assez beau parce que moi j'ai été en cours et je peux te dire que j'avais beaucoup plus que 26 heures de cours, mais bon peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas eu de chance et que j'étais trop vieux à l'époque. Parce que 2016, 2016 je me dis en fait je dis ça, mais 2016 j'étais plus en cours moi en fait, hein, j'étais déjà en études supérieures. Autant pour moi. Parce que je crois que j'ai eu mon bac en 2014 de mémoire. Dans tous les cas du coup, on continue, hein, 2017, contre-réforme du collège, hein, donc du coup, le mec il dit attention, tout ce qu'on a fait l'année dernière, on dégage, donc ça c'est quand même assez beau. Bon, je veux pas m'attarder là-dessus, parce que c'est que des, littéralement conneries, hein, donc les EPI sont plus obligatoires, hein, donc ils étaient obligatoires avant, ils sont plus obligatoires, donc les AP, hein, qu'on a mis en place, hyper important, machin, pour pouvoir choisir ton enseignement, ah bah maintenant c'est plus obligatoire, bon, ok, super. Et plus aucun thème n'est imposé, donc les profs font ce qu'ils veulent, donc à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Il y a que de la perme, j'imagine. Encore une fois, là j'y suis pas, hein, donc je vois pas un petit peu, je vois pas trop ce qu'il en est exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as quand même toujours cette pourcentage d'heures qui sont sujets à être mis en AP, mais ce qui est intéressant, c'est que les établissements font ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est assez cool. Et au final, du coup, d'après encore le site, hein, donc là, je mets des petites pincettes là-dessus, mais parce que du coup, ils mettent que des heures libres, donc de la perme. Donc voilà, demeure bien réduit, on aurait aimé retrouver les 5 heures de français et de maths hebdomadaire, et évidemment, on n'en a plus. Donc voilà, donc on se dit, on part d'une bonne intention, hein, de favoriser la possibilité à l'élève de changer d'orientation avec l'AP pour découvrir de nouvelles matières, à un truc qui devient de la perme optionnelle, parce que les profs ont pas envie de bosser, hein, c'est littéralement ça. Donc maintenant il y a des devoirs qui peuvent être faits au collège avec des profs volontaires, donc ça c'est plutôt une bonne chose je pense. Enfin, why not? Se poser la question de savoir est-ce que les devoirs c'est une bonne chose déjà. Et t'as le dispositif d'AP qui est maintenu, mais du coup comme on l'a dit, qui est finalement à la discrétion des équipes pédagogiques. Hop, 2017, donc 2016, 2017, 2018, réforme du bac. Et oui, donc là c'est la réforme du bac où finalement on enlève le SLES, hein, et on passe maintenant sur un bac, je ne sais pas, on a disparu en 2021, mais pas pour les lycées techniques, et sont appliqués dans tous les lycées. Voilà. Donc on a un tronc encore plus commun, si je comprends bien. Les enseignements complémentaires proposés, et du coup à ça tu auras un complémentaire, 3 ratios en première, puis 2 en terminale, suivi les 3 suivis l'année précédente. Bref, donc c'est encore plus général, hein, on l'a vu, hein, c'est une mauvaise nouvelle, hein, parce que par rapport au monde qui nous entoure, être général, c'est pas du tout la bonne solution. Mais on va comprendre après pourquoi ils prennent cet objectif, hein, c'est pas non plus complètement débile par rapport à leur putain d'objectif de nombre de merde, mais voilà. Évidemment, le contrôle continue maintenant comptera désormais pour 40% de l'obtention de diplôme, hein, toujours dans cet objectif de augmenter les chiffres d'obtention du bac. Voilà, donc maintenant t'as une épreuve un petit peu différente, pourquoi pas, qui sont plus pas plus au même moment, bon, why not, comme si ça allait changer grand chose de changer l'épreuve, de la mettre au printemps plutôt qu'en juin. Ok. Quant à la seconde, elle est assez semblable à ce qui se passe actuellement, à quelques nouveautés près. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2018, on a enfin un test numérique. Alors, je dis putain, enfin, on va encore enfin parler du numérique, hein, parce qu'en 2018, quand même, la base du enfin, le monde qui nous entoure est quand même en grande partie très numérique. Mais en fait, non, c'est un test numérique, mais pour vérifier que l'élève a son niveau en français et en maths. Ok, mais surtout pas par contre en informatique. Hein, ça, il faudrait surtout pas le faire. Donc voilà un petit peu, donc la dernière date de 2018, hein, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, c'est parce que c'est pas à jour, on s'en branle. Ça met clairement en place du coup ce qui s'est passé aujourd'hui sur les dernières années de réformes. Qu'est-ce que ça nous dit ces réformes et en quoi, pour moi, elles sont quand même assez inquiétantes. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, on a passé là les dernières 35 années, plus, hein, 75, 50 années quasiment, un peu moins, 40 années, à réformer des trucs de merde, hein, des détails
oui, on met pas le samedi, on met le mercredi, oui, il faut absolument qu'il y ait plus de diversité, mais il y a pas de truc, oui, on met de la paix, puis on l'enlève, oui, des détails à la con, d'accord, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Déjà, un truc qui est démentiel, c'est qu'on a un tronc commun maintenant, mais qu'on n'a pas, par exemple, de cours en informatique. Alors, oui, on en a, tu vas me dire, t'as fait des cours, t'as eu des cours de CDI, de machin, ou t'as fait 3 heures de Word, on en a eu. Mais, what the fuck, putain! Aujourd'hui, l'informatique, c'est l'outil que tout le monde utilise par excellence dans son travail. Enfin, aujourd'hui, je connais pas une seule personne qui n'utilise pas ça comme outil pour travailler. Et s'ils l'utilisent pas, on a tous un téléphone, une télé ou un ordinateur portable qui se base sur cet outil-là. Donc, notre monde est littéralement entouré de cet outil. Et pourtant, on n'a pas de cours de ça. Aujourd'hui, encore en 2022, il n'y a pas ou peu de cours d'informatique. Ça devrait être la majorité des putains de cours. Nom de Dieu. Ça me rend fou, bordel. Ça me rend fou, ça m'énerve vraiment de voir des trucs pareils. Ça montre à quel point les gens qui font les réformes sont complètement à côté de la plaque sur ce qui se passe aujourd'hui, de rendre le tronc encore plus commun, alors qu'aujourd'hui, on a un record de personnes qui changent d'orientation à la fin de leur école, justement parce qu'ils n'ont pas pu, du coup, se spécialiser avant, parce qu'ils étaient en tronc commun, du coup, ils n'ont pas pu choisir ce qu'ils aimaient. D'accord ? C'est débile en fait. C'est vraiment des choix qui sont faits. Alors j'ai pas envie de dire au hasard, mais quasiment. Mais en fait, qui sont surtout faits sur des objectifs d'augmenter des chiffres de obtention du baccalauréat, etc., plutôt que d'avoir en objectif principal le bonheur, le bien-être et l'objectif professionnel de l'élève. Ça, on n'en a pas parlé. Hein. T'as vu que dans toutes les réformes, il y a eu une seule fois le mot pédagogie qui est sorti, ce qui est quand même assez fou. Donc voilà, ça montre vraiment à quel point l'élève n'est pas du tout au centre de ces réformes et qu'en fait, ce qui est au centre de ces réformes, c'est leur statistique à la con pour montrer que c'est un bon gouvernement et pouvoir être représenté et être réélu au quinquennat suivant. On en est là, évidemment. C'est dramatique, hein, et on voit bien de toute façon il n'y a pas besoin d'être sincère pour voir ça, hein, c'est catastrophique aujourd'hui l'éducation française, mais au moins tu comprends maintenant pourquoi c'est catastrophique, parce que on prend des décisions qui ne sont pas avec les bons objectifs. Alors, un truc intéressant, et qu'on va terminer là-dessus, c'est de voir un petit peu l'expertise des gens qui font ces réformes, donc en gros de voir un petit peu qui sont et qui ont été les différents ministres de l'éducation nationale, hein. Est-ce qu'ils ont été profs, eux? Est-ce qu'ils ont fait des études en pédagogie, etc. Je ne sais pas, on va voir un petit peu ce qui a été fait, donc ministre de l'éducation sur les 50 dernières années. On va regarder ce qu'il y a. Hop, super, donc c'est cool, j'ai... Oh putain, trop bien. Donc le premier date du coup... En fait, avant, il n'y en avait pas en fait. Là, je suis en train de me rendre compte. Donc le premier ministre de l'éducation arrive... Restauration, monarchie, Deuxième République, Second Empire, c'est bien, il y a vraiment plein de trucs, c'est assez cool. J'ai vraiment là la totale, donc on va pas être... Ministre de l'Éducation nationale, parfait. On est en 32, 34, ouais, on est un peu vieux ici. Régime de Vichy, bon d'accord. On apprécie les régimes de Vichy, on s'est bien marré, hein, cette époque-là. Évidemment, je rigole, hein, pour ceux qui connaissent pas leur histoire ou qui l'ont vécu, au contraire. Ok. Génial. Bon, à partir du coup de Pompidou en 69. Donc, ministre de l'Éducation nationale, on a Olivier Girard et Joseph Fontanet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Donc, plusieurs fois ministre sous les présidences, machin, devenu à l'époque numéro 2 du gouvernement. Ok. Donc, il faut comprendre que c'est ces gens-là qui font les réformes. Hein. C'est important de comprendre ça. Donc on s'en fout. Donc ouais, Suffisant qui fut donc capitaine de corvette. Bon, why not. Il est élève au lycée pour ses études et obtient une licence en droit et ainsi qu'en sciences politiques. Super. À la Libération, il s'engage à 24 ans dans l'armée. Ok. Parcours politique. Donc il reprend en gauchiste, il devient ministre. Bon, seulement ministre. Contestation. Alors trop fortement favoriser la... Ouais, ok. Super. Donc ça c'est intéressant, tu vois. Donc ce monsieur qui a été ministre de l'Éducation, le premier, hein, Olivier Guichard. Après on ira voir les ministres d'aujourd'hui. Hein, c'est juste pour faire un petit retour en arrière. Donc ce mec-là n'a jamais de sa vie été professeur ou même inspecteur de l'éducation. Donc il sait absolument pas de quoi il parle. Le seul truc de ce qu'il sait faire en fait, c'est de la politique, hein, puisqu'évidemment il a ses études là-dedans, d'accord. En droit et sciences politiques. Donc il sait faire de la politique, la preuve il est devenu ministre, hein, donc il s'en sort très bien. Mais par contre, il prend des décisions sur un domaine qui est l'éducation, qu'il ne connaît pas. Bon, why not? Ok, c'était en 74, on va espérer que ça a changé. D'accord? On avait un autre gars qui s'appelait Joseph Fontanet, est-ce qu'il est pareil lui?
Alors lui, c'est encore plus marrant, il a d'abord été ministre de la Santé, enfin il était secrétaire d'État au ministère de la Santé. D'accord. Avant de faire l'éducation, on va voir la santé, hein. C'est vrai que c'est deux domaines qui sont hyper reliés, hein. Il faut savoir faire exactement la même chose dans les autres, hein. Savoir recruter et former des médecins, c'est la même chose que savoir éduquer des jeunes. En tout cas, il faut croire que oui. Conseiller général en Savoie et en député, incroyable. Toujours pas d'histoire hein, sur l'éducation. Bon, ok. Ministres sociaux, souvent je m'embidou, mais en tout cas, pas beaucoup de choses sur l'éducation. Bon, maintenant, allons voir de nos jours, hein, parce qu'on va pas faire ça non plus tous, donc on va déjà taper, allez. Aujourd'hui, par exemple, Jean-Michel Blanquer est le ministre de l'Éducation nationale. Oh putain, attends. Il est ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Je m'expliquera la différence, hein, je comprends pas. Allons voir un petit peu du coup ce qu'il nous dit ce Jean-Michel Blanquer. Peut-être il est super fort en fait. Donc Monsieur Blanquer, il est du coup recteur d'académie. Ok. C'est déjà pas mal, c'est un peu plus déjà proche de l'éducation nationale que d'être ministre, mais oh là là, incroyable, il est aussi directeur général de l'enseignement scolaire après le ministre. Ah, je croyais qu'il était directeur d'une école, autant pour moi. Donc on s'en fout, il n'a pas été du coup études et diplômes. Alors il effectue sa scolarité au collège, Stanislas c'est en privé catholique, ok très bien. Il obtient son baccalauréat B, ok on s'en fout. Il étudie l'institution politique. Alors ça c'est encore une fois, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'un mec qui est putain de, c'est le mec qui prend les décisions, hein. Il fait pas des études dans l'éducation, mais des études en politique, hein, c'est ça qui est fort, hein. Personne n'a fait son CAPES hein, là-bas, il faut comprendre, donc c'est eux qui font les contrôles et les études pour les profs, mais ils savent pas en fait parce qu'ils l'ont pas fait eux-mêmes, ça c'est quand même assez incroyable. Alors il est étudiant du coup à l'Institut politique de Paris, alors ça c'est bien par contre. Ah non, il est étudiant, pardon, j'ai rien dit. Donc il rédige avec deux amis rencontrés, Stanislas, machin, une déclaration de troisième millénaire, ouais, why not, qui se veut une version actualisée de la déclaration des droits de l'homme. Bon, ok, il faut croire qu'ils sont mis en cours, pourquoi pas. Toujours pas d'éléments hein, sur évidemment l'éducation nationale. Bon, ce monsieur a quand même fait étudiant à l'université d'Harvard, hein, donc j'imagine qu'il touche sa bille en études en tout cas. Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il a toujours pas une seule fois enseigné quelque part ou quelque chose. Et puis du coup, par contre, il est proche de la franc-maçonnerie, hein, parce que là, évidemment, c'est très important, il paraît, pour devenir ministre de l'Éducation. Parcours professionnel. Donc, il part sans parler un mot espagnol, donc ça c'est bien, ok, il part en Colombie sans parler espagnol, on s'en fout. Maître de conférence, il est quand même maître de conférence, donc il sait quand même parler un minimum, c'est déjà pas trop mal. Et il devient professeur agrégé, autant pour moi, je retire ce que j'ai dit, en Institut d'études politiques de Lille. Ok, on est quand même content d'avoir un mec qui gère qui est prof, qui a été prof un jour. Ça c'est quand même assez rassurant, hein, finalement. En tout cas, ça me rassure un petit peu. J'avais peur vraiment de tomber sur un mec qui avait jamais fait de prof de sa vie, en tout cas c'était le cas avant. En 98, il est nommé directeur des études, ok, je ne sais pas ce que c'est, haute études d'Amérique latine, qu'est-ce que c'est ce truc? Institut, ok, directeur d'université, pas mal. Il a fait au moins un truc dans sa vie qui ressemble à gérer une école, donc c'est pas mal quand même. On peut pas non plus tout cracher sur la gueule des gens, hein. Quand c'est le cas, il a quand même fait des choses qui sont en rapport avec son putain de métier, donc c'est plutôt bien. Et après, du coup, il devient recteur à l'académie. Ce qui est cool, c'est qu'il devient recteur à l'académie après avoir été prof, puis avoir dirigé une université, donc pareil, ça a du sens, merci. C'est plutôt cool. Et après, du coup, il devient ministre, bon. Cool. Là, je suis quand même assez content de ce que je suis en train de lire ici. On n'est pas sur le mec de 73 qui n'avait rien à voir en éducation. Là, au contraire, ça va être le cas. Ça me rassure un petit peu. D'accord? Bon, et après, du coup, il fait un quinquennat avec Hollande, on s'en branle pas mal. En tout cas, c'est rassurant. Donc, ce monsieur Jean-Michel Blanquer a pas l'air trop mauvais. Après, je sais pas ce qu'il dit, hein, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il a fait, déjà, ça a du sens. Et c'est quand même un peu plus important. Alors, il y a un autre truc, moi je vois par contre plusieurs... Oh putain, je comprends pas là, je comprends rien du tout. Né et ministre aux fonctionnaires en politique français. J'ai l'impression d'avoir des autres lignes avec d'autres trucs, avec des Philippe. Je sais pas ce que ça veut dire, cette connerie. C'est pas trop grave. Philippe II, premier gouvernement de Philippe et gouvernement... Ah ok, en fait c'est les différents premiers ministres qu'il y a eu pendant... les présidences d'Emmanuel Macron, pourquoi pas. Bon, on en a d'autres, hein. Du coup, je vois par exemple ici, ministre nationale, Nadja Vallaud-Belkacem, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Donc ça, c'était en 2014.
Donc elle est porte-parole de Ségolène Royal, on s'en fout un petit peu, moi je veux savoir ce qu'elle a fait dans sa vie professionnelle, donc on va essayer d'aller arrêter ses études carrière professionnelle, commencer à professionnelle comme juriste, avocat. Donc ça c'est pas mal, juriste, avocat, et puis après du coup derrière elle devient prof, alors peut-être que je me trompe, carrière politique, très bien. Conseiller régional du Rhône, très bien. Et pas mal. Alors ça c'est quand même incroyable, assez fou, et du coup en plus elle devient ministre du droit des femmes, donc ça c'est quand même assez fou aussi. On est sur quelqu'un qui est ministre de l'éducation nationale et qui avant devient juriste et avocate et après ministre du droit des femmes, des choses qui ont évidemment tout leur sens quand on voit le rapport. Alors j'ai rien contre ça, c'est même très bien je pense d'être ministre du droit des femmes, mais voilà. Par contre je vois pas le rapport entre ça et être ministre de l'éducation nationale, c'est quand même assez inquiétant qu'une personne qui n'ait jamais fait d'éducation de sa vie soit ministre de l'éducation. Voilà. Ministre du droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. J'ai rien contre ça, mais putain, c'est quoi le rapport entre le droit des femmes et les sports et la jeunesse? Bordel. Enfin, bref, ok. Donc on comprend peut-être pourquoi des réformes aussi aberrantes ont été mises en place durant cette période. Elle est ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Évidemment, du coup, elle n'a jamais fait d'éducation de sa vie. Ça, c'est quand même fou, d'accord. Donc, incroyable. Ok. Bref. Plan du numérique. Elle donne une priorité au numérique. Ça, c'est beau, ça. Avec un investissement d'1 milliard d'euros sur 3 ans d'objectifs de permettre de mettre à disposition un outil numérique à l'horizon 2018. C'est vrai qu'on a vu qu'aujourd'hui, c'est le cas. Donc ça a bien marché encore. Donc voilà, on a quand même des choses qui sont un peu plus sensées, si je puis dire, mais bon. Bref. On va pas aller plus loin que ça. Allez, continuons. On va en faire encore 2 autres. Benoît Hamon et Vincent Payon. Enfin, en fait, je fais les 4 derniers, là. Les 4 plus récents, d'accord. Non, ne pars pas. Tout ça, évidemment, est trouvable. Là, je suis sur Wikipédia, du coup, c'est assez riche en infos, donc ça, c'est assez cool. Donc, fonction ministérielle, ministre de l'Éducation nationale... Incroyable. Donc on a encore un mec ici qui est vraiment assez fou, encore un mec qui n'a jamais fait l'éducation de sa vie mais qui est quand même ministre de l'Éducation nationale. En fait finalement le seul mec pour l'instant qui a du sens à être ministre de l'Éducation, c'est notre monsieur Jean-Michel Blanquer qui lui avait été directeur d'une université, prof avant, et là ça a un petit peu de sens pour le coup. Les 3 derniers juste avant lui, ça a l'air d'être une sacrée blague. Enfin, sacrée blague. Ils ont l'air d'être de très bons politiques, ça, je n'en doute pas une seconde. Mais par contre, quand il connaît rien en enseignement, c'est un peu compliqué de gérer l'enseignement pour les gens. Je pense, après, contredis-moi si je me trompe, évidemment. Bon, why not? Du coup, évidemment, on n'a rien sur... Ouais. Voilà. Très bien, donc quelqu'un, encore une fois, qui a été ministre de l'Éducation et qui ne sait pas ce que c'est l'éducation. On continue, évidemment, Vincent Payon. 3e mec, j'espère que, parce que là, les 3... Non, en plus, les 3 n'ont pas été au même moment, ils ont fait au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a eu un changement, si je comprends bien, de gouvernement, du coup, les ministres ont changé aussi. C'est cool, du coup, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, sur la présidence de François Hollande, donc de 2012 à 2016, on a eu 5 gouvernements différents, donc du coup, 3 ministres de l'éducation différents. C'est quand même assez fou, du coup, comme ça, devient sûr que tout ce que tu fais est fait sur le court terme et surtout pas sur le long terme, en sachant qu'une éducation est en moyenne de 18 ans, et que tu fais des réformes qui durent 1 an, puisqu'au final, tu changes à chaque fois. C'est très, 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 encore une fois, intelligent. Mais bon, on va pas en reparler non plus. Le monde politique aussi est un délire en soi. Alors, monsieur est un homme politique et professeur de... Putain de bordel, merci. Enfin, un mec qui est prof. Mon professeur de philosophie français, c'est peut-être pas la meilleure matière, mais au moins il est prof. Enfin, je dis ça. En vrai, je crache dessus. Les très bons profs de philo, je pense que ça peut être une super matière. Et ça peut être des choses en plus très intéressantes sur tes parcours de vie futurs, sur comment réfléchir, etc. Alors... Donc on a quand même de la chance qu'on ait du coup quelqu'un qui a été prof de philo. On va regarder un petit peu ce qu'il en est concrètement. Donc il a fait des études de philosophie, il fera le concours pour le certificat d'aptitude. Oh putain, et en plus il passe le CAPES, ce qui est quand même incroyable. Donc le seul putain de gars qui a passé le même concours que les vrais profs pour gérer les profs dans son pays. Donc c'est quand même assez bien ça. Donc ça c'est bien, super. Donc il est titularisé en 85 au lycée, il enseigne aux élèves de terminale, sciences économiques et sociales et techniques. Il repère parallèlement le concours agrégation philosophie, il est un prof agréé et devient du coup il reste 2 ans à Calais pour être muté en école primaire normale primaire de Nièvre. Bon, super. Donc ça c'est cool parce que du coup en plus il a fait beaucoup d'écoles, d'accord, et 84 jusqu'à 92 il est encore prof, donc ça c'est vraiment super bien. Et après du coup en 92 il commence à devenir à l'Assemblée Générale, dont il écrit les discours. Donc là bon après du coup il obtient son doctorat en philosophie, bon ça on s'en fout pas mal, c'est pas ça qui t'apprend à être un meilleur prof. Donc du coup il a fait quand même 10 ans de prof, ce qui est pas mal. Et puis après en plus il est directeur de recherche au CRNRS. Bon,
ça je vois pas trop le rapport avec le fait d'être prof, mais pourquoi pas. C'est quand même plus intéressant d'avoir un mec qui est directeur de recherche que quelqu'un qui a fait que de la politique, je pense. Et en gros, voilà, il est spécialiste du socialisme pré-marxiste. Alors ça, c'est très intéressant, le socialisme pré-marxiste, hein, je t'inviterai à lire le marxisme, la philosophie du marxisme, à quel point c'est débile, ce truc. Mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être un mec qui aime bien ça. Et je t'inviterai évidemment à lire, hein, pour te faire ton propre avis, hein, me crois pas sur parole là-dessus. Et il est nommé conseiller, maître extraordinaire de la Cour, le 23 juin 2021, au Conseil des ministres. Donc c'est quand même intéressant. Ce qui rassure un minimum, c'est que finalement, en fait, les ministres de l'éducation, là, sur les 3 de Hollande, hein, donc de 2012 à 2016, il y en avait quand même un qui est resté au début, qui avait fait de l'éducation. Voilà. Les 2 autres, évidemment, de 14 à 2017, ça, non. Donc, la conclusion de tout ça et la conclusion de ce podcast, parce que là, ça commence à durer, ça fait quasiment 1h16 que je te parle de tout ça. Je suis désolé, hein, c'est beaucoup d'infos parce qu'il faut, quand tu fais un bilan là-dessus et après que tu prends des décisions sur la suite, il faut vraiment essayer de avoir un maximum d'infos pour pouvoir te faire le meilleur avis possible et prendre la meilleure décision possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris vraiment le temps de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que les concours du CAPES étaient pires que ce que je pensais. Donc c'est vraiment dramatique. Que les réformes étaient vraiment la plus grosse blague du monde. Là c'est franchement la grosse vanne. Par contre, le truc où j'ai été quand même plutôt positivement étonné, c'est finalement les ministres de l'éducation qui finalement ont quand même, quelques-uns, en tout cas à suite d'aujourd'hui, une expérience en éducation. C'est quand même rassurant un minimum, alors que moi je pensais vraiment qu'on aurait quelqu'un qui n'y connaît rien en éducation et qui fait juste qui est politique, mais en fait non. On a quand même aujourd'hui Jean-Michel Blanquer qui a quand même été à la tête et directeur d'université. Ça rassure vraiment. Alors la conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'elle est ? Eh ben, la conclusion de ça, elle est relativement simple. Concrètement, tu le vois bien que l'éducation aujourd'hui, encore j'ai pas parlé d'éducation supérieure, mais c'est pas beaucoup différent. On est sur les mêmes règles, hein, mais je t'invite à aller faire tes propres recherches là-dessus, tu verras que c'est les mêmes conclusions. En tout cas, les mêmes faits. La conclusion, et ça c'est une conclusion personnelle, par rapport à tout ce que j'ai eu là, c'est qu'on se rend bien compte en fait que l'école est complètement à côté de la plaque par rapport au monde qui nous entoure. Un truc tout simple, c'est que on est à un moment où en 2017, on fait une réforme pour que les élèves puissent avoir un élément numérique, c'est même pas apprendre l'informatique, hein, c'est l'élément numérique dans leur cursus, hein, ce qui est, d'après ce que je crois, pas le cas aujourd'hui. Et on est quand même à une époque où aujourd'hui tu peux avoir n'importe quelle information en une microseconde sur Google, et pourtant on a encore des putains de livres dans des sacs à dos, d'accord, pour les élèves. On en est là, hein. Faut vraiment on va mettre le pain où est-ce qu'il est, tu vois. On en est là, on en est à un moment où des élèves ont encore des putains de livres dans des sacs à dos, alors qu'aujourd'hui tu peux avoir toute l'info que tu veux, plus proche, plus véridique et plus complète avec un téléphone portable. Mais on en est là, d'accord. Mais pourquoi pas, bon, c'est finalement c'est la vie. Mais ce que ça veut dire par contre du coup c'est que l'éducation est complètement en retard, si ce n'est même à côté de la plaque, de l'évolution du monde qui nous entoure. Et ce qui m'inquiète, c'est que quand je vois les réformes ont plutôt, l'efficacité des réformes et ce qu'elles changent ont plutôt, d'après l'historique qu'on a vu, ralentissent, d'accord, ou en tout cas stagne, alors que l'évolution du numérique et l'évolution générale des métiers accélèrent de manière exponentielle, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement du coup et qu'est-ce que tu peux faire toi ? Déjà, si tu m'écoutes et que t'es en éducation, donc au collège, lycée, en études supérieures, il faut bien que tu comprennes une chose. Première chose, tes profs, malgré le fait qu'ils arrêtent pas de dire et se présenter comme la sagesse absolue, sont des putains de prolos qui ne connaissent pas grand-chose, malheureusement en général, d'accord ? Et je te dis pas ça parce que j'ai une dent contre les profs, mais simplement parce que je me base sur le putain de concours qui passe, qui sont le CAPES, d'accord ? Et que dans le CAPES, il n'y a pas de putain d'évaluation sur la pédagogie. Donc, ce n'est forcément pas des bons profs, puisqu'ils sont pas évalués sur ce qui fait un bon prof, qui est la pédagogie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que du coup, et ça c'est la règle, tu ne peux pas te contenter de l'éducation classique, de l'éducation nationale française. Tu ne peux pas. Tu t'en rends bien compte, aujourd'hui, l'éducation nationale ne forme plus des gens qui pourront s'en sortir dans le monde de demain. D'accord, parce que si vraiment c'était le cas, aujourd'hui, du coup, l'éducation nationale nous formerait à savoir utiliser de la VR, à qu'est-ce que c'est un métaverse, comment ça fonctionne, et comment tu peux créer une économie ou gérer un système de vente en ligne. Voilà à quoi elle devrait former l'éducation nationale, d'accord ? Et pas à faire de la putain de vie de classe. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que les maths, la physique, ça sert à rien. Bien au contraire, les maths, la physique, c'est hyper putain important parce que c'est la base. Sans maths, sans physique, t'as pas de métaverse, t'as rien, t'as pas d'internet, t'as rien. C'est hyper important. Mais
Le fait est qu'on a des troncs qui sont de plus en plus communs, du coup qui n'intéressent pas du tout les élèves. Qu'on t'apprenne les vecteurs de manière basique, tu comprends pourquoi ça te fait chier. Par contre, on t'apprend les vecteurs, on t'explique que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire tourner un personnage et faire un film comme Pixar, ça t'intéresse. D'accord ? Si t'es intéressé par ça, évidemment. Donc c'est la différence aussi. Donc on a un désintérêt complet des élèves pour les matières, et on a en plus du coup un manque, une lacune énorme des matières qui sont censées, je vais appeler ça des matières modernes, mais qui sont en fait basées sur les besoins techniques d'aujourd'hui, donc des matières d'ingénierie, de technique, d'outils informatiques, de compréhension juste de la communication d'aujourd'hui. Enfin, pourquoi on n'a pas de cours déjà sur comment utiliser un putain de téléphone portable? Et là tu pourrais dire mais tous les nains ils savent utiliser un téléphone portable, les élèves savent utiliser un téléphone portable mieux que les profs, tu vas me dire. Et je vais dire mais c'est bien le problème. C'est bien le problème, c'est pas normal, putain. Un téléphone portable aujourd'hui, qu'on soit clair, ça peut être un outil de merde pour juste aller sur Facebook et regarder des putains de photos sur Instagram, mais ça peut être un outil génial aussi qui peut te permettre de bosser, de travailler, d'avoir de l'information en quelques secondes, bien utilisé, où on te forme à l'utiliser. Mais on ne fait pas ça. Donc on est complètement à côté de la plaque. Encore une fois, on forme les élèves avec des putains de livres, alors que tout le monde, même l'élève aujourd'hui, les élèves les plus défavorisés, ont un téléphone portable. D'accord ? C'est quand même assez démentiel à quel point on est décalé par rapport à ça, et du coup ça montre à quel point du coup l'éducation nationale ne suffit plus. D'accord ? Ne peut pas te suffire. Donc si tu es au collège, au lycée ou en études supérieures, tu ne peux pas, attention je répète, tu ne peux pas te contenter de l'éducation que te donnent tes profs. Il faut que tu ailles te former toi-même aux choses qui sont importantes pour ton futur métier et à la manière dont tu veux contribuer à la société. Donc ça veut dire, est-ce que tu veux faire une association, est-ce que tu veux être prof, est-ce que tu veux faire de la 3D, travailler pour des films, être formateur, être indépendant, ce que tu veux, bref. C'est hyper important. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un autre truc aussi dont l'éducation ne parle pas du tout, et qui est démentiellement importante, c'est qu'on ne parle jamais d'économie de manière concrète. Alors oui, tu as bien des cours de SES, d'économie, qui sont, du coup, prenons un ménage rationnel, et du coup, par rapport à... Mais c'est débile, parce que c'est pas comme ça que ça marche, d'accord ? Premièrement, un ménage n'est pas rationnel, ça a été prouvé en 1975 par un max de publicitaires qui savaient faire un putain de métier. Donc, le problème qu'on a là, tu pourrais dire, mais quel intérêt qu'on n'ait pas de cours d'économie, au final, c'est pas très grave, mais si, en fait, c'est hyper important, parce qu'en fait, l'économie, c'est ce qui régit aujourd'hui le monde qui t'entoure, d'accord ? S'il y a un métavers, c'est parce qu'il y a une économie, s'il y a Facebook, c'est parce qu'il y a une économie, s'il y a de la 3D, c'est parce qu'il y a une économie derrière. Bref, chaque putain de métier est régi par une économie, donc si tu comprends pas comment fonctionne l'économie et comment toi tu peux y participer et contribuer, ça risque pas de fonctionner, d'accord ? Et qu'est-ce que ça veut dire apprendre à contribuer à l'économie ? En fait, ça veut dire deux choses: apprendre à faire valoir sa valeur, d'accord ? Comment tu peux aider quelqu'un pour qu'il te paie en retour, et apprendre aussi du coup ce que c'est de la valeur perçue et ajoutée, donc comment les gens voient que tu peux être payé cher ou pas cher, et aussi du coup comprendre comment fonctionne une société, qu'est-ce que ça veut dire vendre, acheter, à quel prix, quels sont les taux, comment fonctionnent les impôts, etc. Personne ne forme à ça aujourd'hui en éducation nationale, alors que c'est quand même tout le monde dans ta vie, tout le monde, peu importe ce que tu fais, tu dois vraiment te vendre pour ou avoir un job ou trouver un client, tout le temps. Mais évidemment, personne ne te forme à ça, ce serait trop beau. Voilà la conclusion que j'ai à l'éducation nationale. Pour moi, honnêtement, la conclusion est quand même très négative, hein. Pour moi, c'est franchement une vaste blague. Et j'ai même pas encore parlé, finalement, de la vaste blague qui est les cours en soi. Là, j'ai parlé de qui fait les cours et comment ils sont choisis, mais on n'a pas parlé des cours en soi, de la pédagogie et de ce qui se passe réellement dans une classe, hein. Parce que c'est encore plus démentiel que ça, c'est encore plus alarmant. Mais on en est là aujourd'hui. Donc, tu ne peux plus te baser sur l'éducation nationale pour espérer avoir une éducation et avoir la connaissance et les compétences pour tirer ton épingle dans le monde de demain ou le monde même d'aujourd'hui. Donc ta solution, c'est de te former par toi-même. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Il faut que tu te formes par toi-même. D'accord ? Forme-toi par toi-même par rapport à ce que tu veux. Oublie l'école. Je suis pas en train de te dire, sois un putain de cancre avec que des zéros, hein. C'est pas ça, surtout si t'es au collège. Par contre, le conseil que je peux te donner, c'est arrange-toi pour avoir le minimum vital. 1, 12, 13, on n'en parle plus. Et à côté de ça, tout le temps libre que tu as, tu te formes vraiment sur les trucs qui sont vraiment importants. Donc ça peut être sur l'économie, la vente, sur comment créer un CV, ça peut être sur comment, sur quel métier je veux faire, sur après, une fois que tu as trouvé ton métier, sur comment se former à ce métier, les compétences qu'il faut pour ce métier, etc. D'accord ? Dernière chose que je vais utiliser pour conclure ce podcast. Au vu de ce résultat alarmant de l'éducation et des vastes blagues qu'est l'éducation française, tu l'as vu, il faut trouver du coup d'autres solutions pour se former. Moi, ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est cette solution.
La première solution que je peux te proposer, c'est une solution qui est gratuite qui s'appelle Motion Life Teach, que tu connais puisque tu connais ce podcast. Motion Life Teach, c'est énormément de contenu pour se former gratuitement à l'infographie 3D, puisqu'évidemment, moi, je forme les gens au métier d'infographiste 3D aujourd'hui. Donc, ce que je peux te proposer, c'est de commencer déjà par les premiers cours gratuits, comme le premier cours qui s'appelle Première Image, donc qui se trouve sur le site teach.motion-life.com/première-du-6 image/prez.html, P-R-E-S, qui va te permettre du coup de pouvoir découvrir de manière pédagogique cette fois-ci la 3D en allant pas à pas au fur et à mesure, en expliquant. Tu peux me poser même tes questions par email si tu le souhaites. C'est 7 jours de cours, c'est gratuit et ça te permet d'avancer un peu plus loin. Et si tu as déjà fait ces cours de découverte et que tu commences à avoir quelques bases en 3D et que tu as envie d'aller plus loin et en faire vraiment ton métier, je t'invite à te renseigner sur l'école H3D2, qui est une école du coup que je tiens, école en ligne, d'accord, où on tente de former les élèves d'une manière différente, en respectant des règles pédagogiques prouvées, notamment le fait d'apprendre par l'apprentissage et la pratique et non pas par l'écoute passive, et d'autres, et qui a pour objectif évidemment de former les gens à avoir leur premier showreel et trouver un travail derrière, et non pas pour objectif d'augmenter mes petits chiffres de obtention des diplômes, puisque dans l'école H3D, il n'a pas de diplôme. Donc comme ça, c'est clair et net. Alors tu peux avoir une certification si tu le souhaites, si ça te rassure, mais cette certification n'a aucune valeur. De toute façon, un diplôme en infographie 3D n'en a pas non plus. Donc voilà, si ça t'intéresse et si tu veux vraiment te former à l'infographie 3D et avoir des réelles compétences pour créer un réel showreel avec des vrais projets et pour trouver un vrai métier en infographie 3D, tu peux te renseigner et aller voir sur l'école H3D2, h3d2.school. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un œil, et si tu as des questions, évidemment, tu peux m'envoyer un petit message. Ce sera avec grand plaisir que je te répondrai. Sur ce, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu et que t'as appris quelques petits trucs. J'espère qu'il t'a pas trop démoralisé, parce que moi, quand j'ai eu les infos, je peux te dire que j'étais un peu deg. J'étais encore plus dégoûté que ce que je pensais. On est quand même rassuré parce qu'on se rappelle que le ministre de l'Éducation a quand même été prof et directeur d'une université, ce qui rassure un minimum. Donc on n'est peut-être pas tant dans la merde que ça. Enfin, quand on voit malheureusement, les réformes qui ont été faites, on voit que ça colle quand même pas trop aux objectifs de demain, en tout cas, pour moi, sur les futurs projets de vie des élèves, mais pourquoi pas. Tu veux changer ça, ne te base plus sur l'éducation nationale. Je te conseille de ne plus faire confiance à l'éducation nationale et fais confiance à la seule personne à qui tu pourras faire toujours confiance, c'est-à-dire toi-même, et forme-toi par toi-même. La formation de Motion Life Teach ou l'école H3D2 peuvent être des solutions, et évidemment n'hésite pas à regarder d'autres solutions. Je t'invite évidemment à regarder et à aller vérifier les infos que je t'ai données. Donc je te redonne une dernière fois les sites que j'ai utilisés pour faire ce podcast et cet épisode. Première, c'est devenirenseignant.gouv.fr. Le deuxième, c'est vocationservicepublic.fr. Le troisième, c'est wikipedia.org, et c'est la page sur les ministres de l'éducation nationale en France. J'espère que ça t'a plu, t'as appris des choses, et moi je te dis à très bientôt, malgré ces mauvaises nouvelles. Bon courage, et on se dit à très vite dans la formation de Motion Life Teach ou dans l'école H3D2 pour parler d'un truc plus intéressant et d'un truc beaucoup plus kiffant, la 3D. Ciao.